Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Agora, émission spéciale consacrée aux élections américaines préparée par le Lilbertin et Mundus. Bonsoir Lola. Bonsoir Noé, bonsoir à tous. En partenariat avec l'Université de Lille et la FDNU, on est ensemble pendant près de 2 heures pour décrypter cette élection avec des invités en plateau, nos chroniqueurs et notre correspondant à Washington que nous aurons en direct avec nous. Et c'est parti pour le sommaire. Donald Trump élu 47e président des États-Unis. Quelles conséquences pour l'Europe, la France, mais aussi les États-Unis, appelé le gendarme du monde? Quelle place occupera la première puissance mondiale avec la présidence Trump sur les différents conflits dans le monde? Quelle relation avec les pays frontaliers des États-Unis? François Baudonnet, journaliste à France Info, sera en direct avec nous. Nous tenterons d'éclaircir les raisons du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Quelle méthode? Avec qui compte-t-il gouverner? Elon Musk, patron de SpaceX et de Tesla, a été nommé secrétaire d'État à l'efficacité du gouvernement. Qu'est-ce que le projet 2025 présenté par des organisations conservatrices? Lionel Urtrez, professeur de sciences politiques et de politique américaine, et Pierre Mathieu, professeur à Sciences Po Lille, seront avec nous en plateau. Et à chaque présidentielle américaine se pose la question d'un système électoral complexe, des grands électeurs qui votent dans les États, bleus ou rouges. C'est la question qui anime une élection. Nos chroniqueurs vous expliquent tout sur ce système et ses points faibles. La défaite de Kamala Harris, un choc pour les démocrates, et c'est désormais le temps de la remise en question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On en discutera avec Tristan Cabello, le spécialiste des démocrates. They're eating the dogs, the people that came in. How dare they attack our fundamental rights to support Ukraine in its righteous defense? I know Zelensky very well and I know Putin very well. We are not going back. Alors tout de suite Lola, on va aller voir les résultats de cette élection. Cette élection n'a pas été finalement si serrée que ça. Nous savions quasiment le mercredi 6 novembre au matin, fait très rare que Donald Trump ait été élu 47e président des États-Unis. Oui, il a remporté 312 grands électeurs sur les 270 requis pour être élu président, contre 226 pour Kamala Harris. La totalité des 7 swing states, ces états pivots, où le résultat incertain aurait pu faire basculer l'élection d'un camp ou de l'autre, sont acquis par Trump. Et notamment en Pennsylvanie, là où toute la campagne s'est jouée à coups de spots publicitaires, de meetings et de porte-à-porte de chacun des deux partis. Le vote de certaines catégories a d'ailleurs surpris, notamment chez les femmes, où 53% d'entre elles ont voté pour Kamala Harris, et 45 ont voté pour Trump malgré son discours sexiste et son passé judiciaire. Les hispaniques hommes aussi ont voté en majorité pour Trump à 55% contre 43% pour Harris, qui prenait pourtant la défense des minorités. Avant de rejoindre Lucian à Washington, on a avec nous en plateau 2 lycéens. Bonjour à vous deux. L'élection de Donald Trump, qu'en avez-vous pensé à Lille? On s'est intéressé, nous, ce matin. On sait que le républicain est loin de faire l'unanimité en France. L'image qu'il dégage auprès de nous, Français, est assez différente de celle aux États-Unis. Alors, Gaël Stépaniak et Dorian Servet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes tous les deux lycéens à Calais. Oui, c'est ça. On vient du lycée Sophie Berthelot à Calais. On est tous les deux membres de Via Sophie, donc la web radio du lycée. Et pour cette émission, on a choisi de faire un micro-trottoir pour avoir l'avis des Lillois sur l'élection de Donald Trump. Alors vous avez tourné un micro-trottoir ce matin dans les rues de Lille. Qu'est-ce que vous en avez retenu de ce micro-trottoir? Ce qu'on en a retenu majoritairement, c'est que les Lillois étaient étonnés du résultat de l'élection parce qu'ils pensaient tout simplement que Kamala Harris allait remporter cette élection. Ensuite, on a également observé que la majorité des gens étaient au courant du fait que ce changement de politique économique allait se répercuter sur l'Union européenne, étant donné que Trump est protectionniste et que Joe Biden ne l'est pas du tout. Et enfin, on a pu observer que la plupart des gens ont conscience des changements qui sont à envisager à cause de l'élection de Donald Trump. Merci à vous deux. Voici votre micro-trottoir. Regardez, c'est réalisé par Thomas Taylor et Léa Bajami. Qu'est-ce que vous évoque la victoire de Trump aux élections américaines? Ça m'inquiète. Du point de vue humain, c'est pas la personne incroyable. Il y a pas forcément une crise pour les États-Unis en soi. C'est invraisemblable. Une grande déception. Sondage très serré, la plupart des sondages annonçaient même Kamala Harris gagnante. Finalement, surprise, en une journée, même pas, il est élu. C'est une victoire de 50% des Américains, 51% des Américains. Quelqu'un qui va imposer des choses assez arriérées aux États-Unis, qui n'est pas du tout pour le progrès, pour les libertés individuelles.
Et je vois ça comme une grande erreur de la part des États-Unis. J'espère qu'ils s'en rendront compte et que ça sera mieux dans 4 ans à la prochaine élection. C'est plutôt Kamala Harris qui n'a pas touché la population qu'il faut. On a surtout une forme de catastrophisme à ce niveau-là. Faudra bien voir. Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait du coup des répercussions au niveau européen ? Des répercussions, on en a déjà de toute manière. Oui, énormément. Il va augmenter les taxes d'importation. Oui, je pense, quand on voit qu'il y a des partis extrémistes qui félicitent Trump. Évidemment, je pense même que ça aura des répercussions sur le monde entier. S'identifie à quelqu'un qui est assez incontrôlable. Le problème maintenant pour l'Europe, il faut qu'il y ait une union, mais forte. Parce que l'Europe n'a pas de défense. En soi, l'instabilité politique aux États-Unis, à part au niveau des relations étrangères où c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, mais au niveau économique, on n'est déjà pas dans un bon état. Du coup, je pense pas que ça change grand-chose à ce niveau-là. Et en fait, il soutient tous les dirigeants d'extrême droite. Trump est très protectionniste et donc il risque d'influencer énormément sur les marchés extérieurs. Ça a élargi certains propos qui étaient inadmissibles en fait, par exemple en Europe ou en France, et qui sont aujourd'hui largement acceptés parce qu'ils ont été entendus, répétés, médiatisés. Alors, on va essayer de reprendre la liaison avec notre correspondant à Washington, Lukian. Est-ce que tu nous entends, Lukian ? Bonsoir, Lukian. Alors, la sphère médiatique ne s'attendait pas du tout à ce résultat. C'est en tout cas pas ce que prévoyaient les sondages, une victoire de Donald Trump qui donnait une légère avance à Kamala Harris. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, je pense que déjà c'est une grosse victoire républicaine. On pensait déjà depuis une vingtaine d'années, on pense que les républicains ne peuvent pas gagner le vote populaire. Donc en fait c'est quand même un retournement de situation. Et la victoire de Trump, c'est avant tout, je pense, la défaite médiatique qui fait que avec les réseaux sociaux, on est à peut-être une ère nouvelle où finalement ce qu'on va entendre sur les plateaux ne va pas influencer le vote des électeurs. Et aussi au niveau des sondages, je pense qu'il y a un gros problème au niveau des sondages. En fait, la plupart des sondages sont faits par téléphone. Donc, c'est soit des appels téléphoniques, des messages ou alors des emails. Et en fait, il y a une grande disparité entre les réponses des républicains et des démocrates, ce qui a fait que dans les intentions de vote, en fait, Kamala Harris était à 3% au-dessus de Trump, et ce qui a faussé en fait le résultat final. Merci. Quelle est l'ambiance à Washington actuellement ? Comment tu as vécu cette élection ? Bon, l'ambiance à Washington, c'est un bastion historiquement démocrate, donc je pense que tout le monde est assez peiné. Moi, je suis sur un campus ici à American University qui est assez progressiste. Les cours ont été annulés en fait au lendemain des élections. Les personnes étaient un petit peu en deuil. On a vu les jeunes personnes aussi pleurer au niveau du rassemblement de Kamala Harris pour la concession, pour le discours de concession. Mais je pense que les tensions sont retombées. Hier, il y a eu la visite de Trump à la Maison Blanche. Il a pu rencontrer Biden et ils ont pu un petit peu échanger sur notamment la transition pacifique du pouvoir. On avait eu l'assaut du Capitole donc en janvier 2021 et c'est vraiment ça qui cristallisait en fait les tensions autour de l'élection, mais ça semble être en bonne voie. Alors un homme s'est trompé pour la première fois dans ses pronostics pour le vainqueur de la Maison Blanche. C'est Alan Lichtman avec ses 13 clés de la Maison Blanche. Et oui, depuis plusieurs années, il arrive à prédire qui sera le président des États-Unis. Peux-tu nous expliquer, Lukian, qu'est-ce que ça dit, cette erreur de l'incertitude qui régnait autour de cette élection américaine ? Oui, alors je peux en parler parce que j'ai l'honneur, la chance d'être un de ses élèves. Après, Alan Lichtman est démocrate et effectivement, c'est une élection historique à plus d'un titre parce que c'est la première fois qu'il s'est trompé. Donc pendant 40 ans, il a prédit successivement 10 élections présidentielles. Il avait même prédit la victoire de Trump en 2016 et il se base donc sur un système de 13 clés. Notamment sur l'administration au pouvoir. Donc finalement, ce serait plutôt le jugement de l'administration en place qui est intéressant à regarder au niveau des élections. La chose, on en a discuté en cours après les élections, et c'est vrai qu'il a reconnu que en fait l'électorat n'est plus pragmatique et n'est plus rationnel. Notamment à cause de la désinformation. Donc, il pense que son système est peut-être en danger pour la suite. D'accord, très bien. D'après les derniers résultats, les Républicains conservent la majorité à la Chambre des représentants, au Congrès, qui est l'équivalent chez nous de l'Assemblée nationale, au Parlement. Cela veut dire plus de pouvoir pour Trump ? Oui. Alors déjà, il gagne donc la présidentielle, ça c'est sûr. Mais en fait, il gagne aussi le Sénat déjà. Premièrement, au niveau du Congrès, le Sénat, il a 53 sièges. Donc du coup, il y a il y a 100 sièges, deux sénateurs par État. Il gagne 53 sièges. Et au niveau de la Chambre, il a quand même 218 contre 211 sièges pour les démocrates.
Il y a deux prérogatives principales en fait pour la Chambre qui va lui permettre de vraiment dérouler son agenda. La première, c'est que c'est la Chambre qui est responsable de voter les lois qui sont au niveau du budget et ça va lui permettre d'avoir les mains libres pour pouvoir mettre en place son agenda. Et la deuxième chose, c'est que c'est la Chambre qui est responsable de la mesure d'impeachment, donc la mise en accusation en fait du président qui avait déjà été mis en place à la fin de l'administration Trump la dernière fois. Et en fait, cette fois-ci, pendant 2 ans, parce qu'il va y avoir une nouvelle élection de la Chambre, c'est tous les 2 ans. Donc là, pendant 2 ans, Trump a tous les pouvoirs au niveau du Congrès, la majorité en tout cas, pour essayer de dérouler sa politique. Merci Loukian. En direct de Washington, on te retrouve plus tard au cours de notre émission pour parler de Donald Trump et la place qu'occupe la religion dans la ligne politique. Merci beaucoup, Loukian. Alors, avec un Donald Trump qui veut quitter les accords de Paris, qui risque d'augmenter les droits de douane sur les exportations européennes, certains s'inquiètent du retour du président Trump. Alors, pour nous éclairer sur le sujet, on est en ligne avec François Baudonnet, rédacteur en chef Europe à la rédaction de France Télévisions. Bonsoir François, est-ce que vous m'entendez ? Bonsoir. Oui, très bien. Alors, comme on a pu le voir, l'élection de Trump a pu surprendre un peu partout dans le monde. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi l'élection du président des États-Unis intéresse autant ? Parce que je dirais, en fait, l'élection du président des États-Unis, c'est l'élection européenne la plus importante, en fait, de l'année, parce que c'est la première puissance économique, que pour la première fois, il y a une élection aux États-Unis qui se déroule alors qu'il y a la guerre sur le continent américain, la guerre d'Ukraine, et parce que les États-Unis sont un pays qui apporte énormément d'aide militaire, en particulier à l'Ukraine. À peu près, en fait, si on met aide militaire, aide financière, etc., c'est à peu près au même niveau que l'Union européenne. On le sait peu, mais l'ensemble de l'Union européenne, tous les pays européens, l'Union européenne, mis bout à bout, c'est la même chose à peu près que les États-Unis. Mais c'est important parce que si, comme il l'a laissé entendre, Donald Trump veut régler ce conflit en 24 heures et en arrêtant d'aider l'Ukraine, eh ben l'Europe, l'Union européenne, mais l'Europe, c'est-à-dire les 27 pays européens, seront tout à fait incapables de prendre la suite immédiatement et peut-être même pas dans un court ou moyen terme de prendre la suite des États-Unis. Donc je crois que c'est pour ça que c'est très important, l'aspect de défense, sécurité, et puis vous le disiez aussi les aspects, par exemple, commerciaux, puisque Donald Trump a dit qu'il allait mettre des droits de douane de 10%, alors 60% pour les produits chinois et 10% pour tout le reste. Donc on peut imaginer que tout le reste, c'est l'Europe. Et donc forcément, ça aura un très fort impact ici, chez nous, en Europe. Alors justement, certains, en France notamment politiques, peuvent s'agacer entre gros guillemets de cette dépendance que l'on peut avoir à ces élections américaines. Alors justement, vous, qu'est-ce que vous pensez du fait de certains politiques qui disent aujourd'hui, ça ne sert à rien, c'est dérangeant même de devoir s'intéresser à quel swing state va aller dans quel camp. Voilà, est-ce que ce n'est pas en fait l'occasion pour l'Union européenne d'augmenter sa souveraineté ? Alors là, il y a deux choses dans votre question. En fait, est-ce qu'on a eu raison de s'intéresser aussi près dans les détails, effectivement, des états clés, des états pivots, donc on appelle les swing. Voilà, c'est vrai que moi ça m'a un peu surpris, comme journaliste, parce que je crois que c'est quand même la première fois qu'on allait aussi loin, nous ici en France, les médias, pour la couverture précise. On allait analyser ce qui se passait dans chaque état, etc. Oui, on peut trouver que c'est trop. Je vous coupe, François Baudonnet, mais on peut trouver. Oui. Justement, sur cette couverture médiatique, il y avait un gros dispositif, notamment à France Télévisions. Vous avez passé plusieurs jours à New York pour les matinales de France Info. C'était une première fois pour vous ? Est-ce que ça montre aussi l'intérêt de la France et de l'Europe pour cette élection ? Alors, c'était une première fois pour moi, mais très régulièrement, France Télévisions, enfin tous les 4 ans, France Télévisions a à peu près le même dispositif. Il y avait donc France Info, France 2, beaucoup d'émissions, le 20h. France 5, c'est dans l'air, etc. Donc, mais c'est vrai que je crois que cette année, on a couvert encore plus parce que les enjeux, encore une fois, étaient plus importants et que il y a eu un effet de surprise en 2016 lors de l'élection de Donald Trump. Moi, je me souviens très bien que quand j'ai vu les résultats dans la nuit, j'avais du mal à y croire. Donc là, il y avait aussi cette idée de là, on va pas se laisser avoir 2 fois et on va, même si c'est vrai, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les sondages donnaient une légère avance à Kamala Harris, on disait aussi, c'était extrêmement serré. Donc l'hypothèse d'une victoire de Donald Trump était pas complètement écartée.
c'était possible. Ce qui est surprenant, c'est, je dirais, l'ampleur de la victoire, avec les pleins pouvoirs, comme ça a été très bien rappelé, que Donald Trump a aujourd'hui. Ça, on l'avait pas vu venir. Donc c'est vrai que, mais vous voyez, moi qui suis beaucoup l'Europe, en particulier les affaires européennes, les élections européennes, et normalement, je pense qu'on devrait plus couvrir les affaires européennes que les affaires américaines, un peu comme ce que vous venez de dire. Là, je pense qu'on a bien fait de beaucoup couvrir les élections américaines, parce qu'encore une fois, et on va le voir dans les mois et les années qui viennent, les enjeux de ces élections sont énormes. Et alors justement, vous parliez de l'Europe. Est-ce que, grande question, est-ce que l'Europe, l'élection de Donald Trump va utiliser cette opportunité pour augmenter sa souveraineté face aux États-Unis ? Malgré je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. C'est ce que je souhaite, hein, c'est-à-dire que à la fois sur le plan de sa défense, on sait que l'Europe est sous le parapluie américain. Alors c'est l'OTAN, mais enfin derrière l'OTAN, c'est comme l'OTAN est financé à 70% par les États-Unis. En termes de sécurité, l'Europe est sous le parapluie américain. Sur le plan commercial aussi, on sait qu'il va y avoir, on l'avait évoqué, forcément une bataille commerciale avec les États-Unis. Donc on pourrait dire, voilà, maintenant on est au pied du mur, il va falloir qu'on se prenne en main, qu'on soit unis, et puis qu'on aille ensemble, d'abord pour faire une défense européenne, ensuite pour réagir unis face à Donald Trump, qui va forcément s'en prendre à l'Allemagne, par exemple, hein, parce que l'Allemagne va être sa cible en raison de la puissance de l'industrie automobile allemande. Bon, on pourrait se dire ça. Moi, ce que je vois de Bruxelles, je suis basé à Paris, mais enfin, je suis très près ce qui se passe à Bruxelles. J'ai pas l'impression que c'est ce qui se passe. Je vois au contraire des pays qui ont plutôt tendance à aller acheter encore plus des armes aux États-Unis, qui ont plutôt envie de se faire bien voir du grand frère américain. Et à part la France, sur les aspects de défense, sécurité de défense, à part la France qui veut une défense européenne, une souveraineté européenne, en fait, les autres pays n'y croient pas. Enfin, je veux dire, c'est pour eux, les États-Unis restent le pays qui, avec l'OTAN, grâce à l'OTAN, le pays qui va les protéger. Donc, pour répondre, clairement, je souhaiterais qu'effectivement il y ait une espèce d'électrochoc suite à cet électrochoc de l'élection de Donald Trump. L'Europe se prenne en main. Je suis pas sûr, et en particulier parce que les intérêts sont extrêmement divergents. Par exemple, les intérêts économiques de l'Allemagne et de la France sont aux antipodes. Donc, l'Allemagne, par exemple, elle veut absolument défendre son industrie automobile. L'industrie automobile en France, c'est important, mais pas aussi important qu'en Allemagne. Donc, on n'aura pas les mêmes réactions face à l'Amérique de Donald Trump. Vous parliez d'ailleurs de l'OTAN. Quel avenir serait-il envisageable pour l'OTAN ? Alors, je ne crois pas du tout que les États-Unis vont se désengager de l'OTAN. Ça, j'y crois pas. D'abord parce qu'en fait, si on regarde ce qui s'est passé pendant que Donald Trump était président, c'est lui qui a envoyé le plus de soldats américains dans le cadre de l'OTAN sur le sol européen. Ensuite, parce qu'en fait, il n'a pas intérêt à, je dirais, se priver quand même d'un atout très fort vis-à-vis de la Russie. Les relations avec Vladimir Poutine sont un peu troubles. Enfin, c'est quand même, il n'a pas intérêt encore une fois, à s'affaiblir vis-à-vis de la Russie. Donc moi, je crois que ce qu'il va faire, c'est qu'il va insister, comme il l'a déjà fait. Il va dire aux Européens, il va continuer à menacer, dire si vous prenez pas votre part financière du fardeau, je vous laisse tomber. Donc les Européens vont investir dans leur défense, mais je pense plus à des défenses nationales plus qu'à une défense européenne. Et puis il ne quittera pas l'OTAN. Voilà. En fait, il va faire des deals. C'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui est transactionnel, comme on dit. Et donc, il va faire des accords avec plutôt bilatéraux avec des pays européens. Merci beaucoup, François Baudonnet, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci. Alors, on retrouve maintenant Lynn Calvez. Bonsoir Lynn Calvez. Les élections américaines ont un impact international. Pour en savoir un peu plus, tu es venu pour nous parler du dossier géopolitique. Eh oui, Trump est connu pour son imprévisibilité et sa politique étrangère se résume en 2 mots, America First. Dès lors, comment pouvons-nous réenvisager l'impact de cette politique sur les conflits actuels ? Sa politique peut-elle en créer de nouveaux ? Le 7 novembre dernier, les chefs d'État européens se sont réunis à Budapest au lendemain de l'élection de Trump pour le sommet de la communauté politique européenne. L'un des principaux objectifs de ce sommet est de débattre face aux défis de sécurité auxquels l'Europe est confrontée.
Si l'élection de Trump n'est pas le sujet principal, son nom est sur toutes les lèvres et dans tous les discours. Pour le dirigeant français, c'est un moment de l'histoire, pour nous, Européens, qui est décisif. Alors faisons tout d'abord le point sur l'Europe et tout particulièrement sur la guerre en Ukraine. Le président Zelensky fait part d'une inquiétude concernant la politique future poursuivie par Donald Trump sur le soutien à Kiev. En effet, si Trump a pu se vanter de pouvoir obtenir un accord de paix s'il était élu, et ce, en moins de 24 heures, nous connaissons son rapport tout au moins méfiant et tout au plus désengageant face à l'OTAN. 2 jours après son élection, il se serait entretenu par téléphone avec Poutine concernant une possible et rapide résolution. Cela pourrait signifier le renoncement à l'aide des territoires. Ça pourrait signifier le renoncement à des aides militaires, justement, et ainsi que son arrêt et le renoncement à des territoires ukrainiens. Rappelons-le, la politique menée par Biden a permis qu'une aide de plus de 75 milliards de dollars soit apportée, une assistance non négligeable en temps de guerre qui pourrait bien changer le cours des choses. En parlant de conflit, la question de la Palestine est elle aussi fortement influencée en fonction de la politique américaine. Tout à fait. Si le soutien à Israël est une constante de la diplomatie américaine, le mandat de Trump avait déjà laissé des traces au Proche-Orient, notamment concernant le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Depuis son élection, il est redouté qu'il ne se dresse plus aucun obstacle devant Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël. Toutefois, Trump a mentionné, et ce à plusieurs reprises, sa volonté d'établir la paix durant son mandat. Cela pourrait révéler quelques surprises. Et enfin, comment ne pas mentionner la Chine, évidemment, qui a un bras de fer avec les États-Unis quand nous parlons des États-Unis et de Trump. En effet, si les relations entre Trump et Xi Jinping n'ont jamais été mauvaises, c'est plutôt du côté commercial que les rapports se tendent. Trump a parlé pendant sa campagne de taxer à 60% tous les produits chinois. La peur d'une guerre commerciale peut alors se profiler et ne pas faire le bonheur, pour ainsi dire, de certaines entreprises. Les relations sino-américaines conduites par une forme de rivalité seront sans aucun doute impactées par les pressions extrêmes dont Trump a le secret. Cela réside dans la possibilité de construire non pas un terrain d'entente, mais bel et bien un marché d'entente entre les deux puissances. Il ne reste plus qu'à espérer que cela fonctionne. L'influence de la politique américaine est donc considérable, tout autant que ses conséquences sur le monde. Trump souhaite faire triompher les intérêts américains et son approche transactionnelle et de la politique étrangère risque bien d'avoir des répercussions de grande ampleur sur les lignes géopolitiques. Ce sont 4 années où le climat international menace de monter de quelques degrés ou du moins de subir de fortes turbulences et dérèglements. Merci beaucoup, Lynn. Alors, parce que les États-Unis sont engagés, comme on vient de voir, dans différents théâtres de conflits dans le monde, le nom du président intéresse, inquiète parfois. Pour vous, Amandine Maillet, Mathilde Roche, et Mathis Gabille et Noélie Coq ont réuni les réactions des chefs d'État du monde et de leurs citoyens. Regardez. Après la victoire de Donald Trump, de nombreux représentants d'États partout dans le monde ont pris la parole. L'issue des élections présidentielles américaines va influer sur les relations diplomatiques internationales. Écoutons leurs réactions. En tant qu'alliés les plus proches, le Royaume-Uni et les États-Unis continueront à travailler ensemble pour protéger nos valeurs communes de liberté et de démocratie. J'espère travailler en étroite collaboration avec M. Trump pour porter l'alliance et les relations nippo-américaines à de nouveaux sommets. Les déclarations sur la volonté de rétablir les relations avec la Russie, d'aider à mettre fin à la crise ukrainienne, à mon avis, me semblent être dignes d'un minimum d'attention. Je profite de l'occasion pour féliciter Donald Trump pour son élection à la présidence des États-Unis. Ça pourrait vraiment déséquilibrer le marché de l'emploi. Puis déjà, notre capacité d'accueil est dépassée. Il ne faudrait pas qu'on voit en plus une arrivée massive. Avis qui est partagé par des étudiants du Canada interrogés. Chez nos voisins, ça ne change pas nécessairement grand-chose, mais si on regarde plus au niveau des entreprises, ça va peut-être être un petit peu plus difficile, surtout avec les mesures protectionnistes qu'on peut connaître Trump pour. Là. Mettons, ici au Saguenay, l'industrie de l'aluminium va probablement pas aimer tant que ça la présidence, mais ça a peut-être été le même cas avec elle. Est-ce que ça va affecter le Québec et le Canada? Déjà, présentement, on fait face à un problème de migration, de flux migratoires, et le président Trump, avec sa nouvelle politique d'expulser tous ce qui ne sont pas en règle. J'ai suivi aussi que le lendemain des élections, il y a eu comme beaucoup de recherches sur Google qui mentionnaient comment se déplacer au Canada. Ailleurs dans le monde, les opinions divergent.
Oui, eh bien je suis très déçue puisque Trump a gagné. Je ne peux pas croire que les Américains ont voté pour une personne si misogyne et sexiste et raciste pour les représenter au sein de leur instance la plus haute. Je suppose que nous devons respecter leur processus démocratique et oui, je suis déçue. Surprise parce que ça n'a jamais eu lieu aux États-Unis. Comme un ancien président qui avait perdu les élections pour son deuxième mandat revienne faire un combat pour être élu président. Je pense que finalement, d'un côté, il y a quelque chose de bon dans la victoire de Trump, car il a des bonnes relations avec la Russie. Cela peut être bénéfique, bien que cela puisse calmer les choses comme les empirer. Socialement, pour les hispaniques et certains groupes sociaux, cela peut être pris pour une attaque. Mais je pense que les deux partis ont la même ligne directrice, donc je ne pense pas qu'on voit beaucoup de différences. Les États-Unis étant l'une des plus grandes puissances mondiales, les relations entretenues avec les chefs d'État sont un point fort des campagnes, en particulier avec le Canada. Le voisin frontalier des États-Unis reste alerte face aux projets concernant l'immigration proposés par Trump. Pour nous expliquer ces relations bilatérales, Lily Surmont a pu s'entretenir avec le spécialiste des États-Unis, Julien Toureille. Les États-Unis partagent leur plus grande frontière terrestre avec le Canada. De nombreux enjeux concernent cette frontière et notamment l'immigration, sujet au cœur de la présidentielle américaine. Également, les diplomates canadiens se sont inquiétés de l'avenir des relations commerciales entre les États-Unis et le Canada, qui sont pourtant de fidèles alliés, puisque les accords de défense des États-Unis avec le Canada sont plus vastes qu'avec tout autre pays du monde. Mais commençons par l'immigration. La frontière entre le Canada et les États-Unis a toujours été un passage accru d'immigration. En 2019, plus de 16 000 demandeurs d'asile ont traversé de manière irrégulière cette frontière pour demander asile au Canada. En 2023, ils étaient plus de 30 000 selon le gouvernement canadien. Avec la politique anti-immigration stricte que Donald Trump souhaite imposer, en engageant des expulsions massives d'immigrants, le Canada prévoit un afflux à la frontière pour tenter d'échapper à la nouvelle politique américaine. D'autant que le Canada est considéré comme une terre d'immigration. L'enjeu des migrations entre les États-Unis et le Canada risque donc d'être propice aux tensions ces 4 prochaines années. La victoire de Donald Trump implique également une nouvelle donne économique pour les États-Unis. Son mandat de 2016 avait été caractérisé par un protectionnisme fort, illustré par le slogan « America First ». Plus de 77% des exportations canadiennes sont destinées aux États-Unis. Ainsi, les tarifs douaniers que Trump souhaite imposer endommageraient fortement l'économie canadienne et par conséquent leurs relations diplomatiques. Tous ces enjeux sont soulevés par de nombreux chercheurs, à l'image de Julien Toureille, spécialiste des États-Unis, qui a répondu à nos questions. Il y a lieu d'être assez confiant, sauf que, évidemment, avec Trump, il est toujours imprévisible et il y a des choses qu'il peut faire tout seul, notamment imposer des droits de douane sur l'aluminium et l'acier, en évoquant des raisons de sécurité nationale. Si au sud de la frontière, vous avez quelqu'un qui a une politique encore plus dure, qui a pour effet de détourner les candidats à la migration des États-Unis vers le Canada, ça peut représenter un gros défi. Et alors là, pour le coup, la solidarité nord-américaine, elle jouera probablement pas parce que Trump, sur cette question-là, il sait exactement ce qu'il veut faire. Nous l'aurons compris, l'élection de Trump plonge la relation canado-américaine historiquement si forte dans l'incertitude. Pour un point de vue diplomatique sur la situation, Lola Dumos et Hector Rocheret sont allés interviewer Michael Turner, conseiller culturel à l'ambassadeur des États-Unis en France. Regardez. Nous nous retrouvons dès à présent avec Michael Turner, le conseiller culturel de l'ambassade des États-Unis à Paris. Nice to see you again. Nice to see you again. Les changements de gouvernance aux États-Unis influencent-ils la nature ou la priorité des programmes culturels que vous mettez en place en France ? Il est sûr que cela peut influer sur certaines politiques. Par exemple,
L'administration peut avoir des directives différentes concernant le commerce. Nous devons fournir plus d'efforts pour expliquer à nos contacts français la politique que nous devons mener. Ce fut le cas par la loi de réduction de l'inflation, car elle avait un lien qui n'était pas évident de prime abord avec l'environnement. C'était en fait une loi parmi lesquelles l'État a fourni le plus d'efforts pour combattre le changement climatique, et cela a affecté certains de nos programmes. Quels sont les défis auxquels vous faites face pour expliquer le système électoral américain à un public international, notamment les Français? Cette année, nous avons décidé d'aller chercher au-delà, notamment avec les jeunes. Dans 16 villes, nous avons fait 31 événements. Nous avons estimé avoir engagé 4000 personnes. Je pense que notre travail consiste en comment nous rassemblons les individus entre eux, avec des conversations en face à face, avec eux, et où je peux leur dire directement que je ne connais pas la réponse à leurs questions. Reste à savoir si c'est la bonne approche. Comment la coopération culturelle entre la France et les États-Unis se poursuit-elle en période d'élection? Vous savez, la France et les États-Unis ont une relation de longue date. La France est notre allié le plus ancien, et comme chaque pays et chaque membre d'une famille, même s'il y a des disputes, à la fin de la journée, nous avons tous beaucoup en commun. Et les cycles électoraux n'affectent pas vraiment ça. Je pense que la relation reste forte en raison des valeurs fondamentales partagées. Quels sont les types d'initiatives culturelles qui visent à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux pays, indépendamment des résultats électoraux aux États-Unis? En tant que conseiller des affaires culturelles, je dirige notre programme culturel dont la partie la plus importante est celle des programmes d'échange. L'échange Fulbright et celui Senior Academic Students, par exemple, permettent de plonger directement sur un sujet au sein des États-Unis. Un nouveau programme baptisé Génération 250 est prévu pour 2026 pour célébrer notre anniversaire. Il permettra d'inviter plus d'une centaine d'étudiants français de licence afin d'étudier aux États-Unis avec une bourse complète. L'apprentissage lié à une expérience est sans doute la meilleure manière de créer cette connexion. Quel rôle joue la diplomatie culturelle américaine en France pendant la période des élections américaines? Durant le cycle électoral, une partie de notre travail consiste à expliquer notre fonctionnement démocratique et la bureaucratie du vote. Cette dernière est déroutante car elle comporte fondamentalement 15 manières différentes de faire la même chose. Nous avons également la responsabilité d'encourager les Américains à participer aux élections. Nous avons besoin de plus de personnes qui votent, que ce soit des républicains ou des démocrates. Nous avons un corps électoral plus sain dès lors que plus de voix s'expriment. Il est toujours intéressant d'entendre les questions que les individus peuvent avoir sur notre système électoral dans le monde, car cette politique affecte de nombreuses personnes. Quel est le message clé que l'ambassade souhaite transmettre aux citoyens américains vivant en France concernant leur participation aux élections? Notre message aux citoyens américains est « Vous pouvez voter, votez s'il vous plaît, et nous vous aiderons à voter ». Le manque de participation est le plus grand problème. Il n'y a pas assez de personnes intéressées par le fait de voter. Les jeunes ne croient pas à l'impact de leur vote. Ils ne pensent pas avoir la possibilité de changer les politiques. Pourtant, ils s'accordent tous pour dire que la démocratie a besoin de la participation de ses citoyens. Et plus nous avons de cette participation, plus les politiques menées sont démocratiques. Comment l'ambassade travaille-t-elle avec ses partenaires français pour promouvoir des valeurs communes en période électorale sans s'impliquer directement dans la politique? En tant que représentants du gouvernement, nous ne sommes parfois pas les meilleurs pour expliquer ce qui est en train de se dérouler,
que ce soit sur le vote ou les politiques. En effet, nous devons être neutres et ne pas favoriser un politicien en particulier. Ce que nous pouvons faire pour répondre aux personnes qui veulent des explications spécifiques est de les diriger vers des experts, mais aussi vers des représentants de démocrates ou de républicains à l'étranger. Et je pense que c'est une chose importante à relever car nous pouvons avoir des opinions très différentes en tant qu'Américains, mais nous devons et pouvons avoir des débats qui se déroulent de manière civile et qui sont fructueux. Vous regardez toujours Agora, émission spéciale consacrée aux élections américaines. On est en plateau avec Lionel Hurtré et Pierre Mathieu. Lionel Hurtré, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur à l'Université catholique de Lille et vous donnez un cours de politique américaine. Pierre Mathieu, bonsoir. Vous êtes ancien directeur de Sciences Po Lille. On l'a dit, Trump a remporté les grands électeurs nécessaires pour devenir président, mais aussi le vote populaire, ce qui n'est pas arrivé depuis Bush pour les républicains. Après ces déboires judiciaires, l'assaut du Capitole, des impeachments, quelques balles évitées, comment Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, Lionel Hurtré? Il y a d'abord une histoire qui s'est créée, et notamment, vous évoquiez la tentative d'assassinat. Je pense que ça, c'est un élément vraiment pertinent, qui a vraiment joué en sa faveur. Puisque qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite après cette tentative d'assassinat, il s'est montré à l'UFC, à côté de Dana White, avec Joe Rogan. Et c'est comme ça, je pense, qu'il a aussi pu montrer et créer cette histoire de l'homme ressuscité, choisi par Dieu, d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire par la suite. Et justement, montrer cet homme viril, fort, puissant, et qui plaît à une certaine frange de l'électorat, notamment les jeunes hommes. Il a créé un récit pendant cette campagne. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre Mathieu? Oui, alors moi, plus globalement, je pense que c'est plus Kamala Harris qui a perdu que Trump qui a gagné, parce que quand on regarde le bilan général, Trump fait à peu près le score en voix, si on est en voix. Il fait le score de 2020, mais Kamala Harris fait 10 millions de voix de moins que Biden, dans la mesure où en fait la participation s'est effondrée par rapport à 2020, qui avait été une élection très polarisée avec le record de participation, 74% depuis 1900. Et là, en fait, Trump fait la performance quand même, vue de France, parce qu'évidemment, nous tous, on a une vision française des élections américaines, donc on est un peu donneur de leçons en se disant mais c'est quand même dingue que les Américains, que 73 millions d'Américains votent pour un type comme ça. Mais il faut le voir du côté des États-Unis, il a fait leur performance de mobiliser son électorat. Harris n'a pas fait la performance de mobiliser l'électorat que Biden avait su mobiliser. Donc moi, je pense que c'est plus une défaite d'Harris. Oui, et c'est d'ailleurs la première fois que que les Républicains remportent le vote populaire depuis une vingtaine d'années. Donc ça. Oui, effectivement. En 2016, donc on s'en rappelle. Peut-être pas vous si c'était jeune, mais en 2016, effectivement, il avait perdu le vote populaire, ce qui d'ailleurs avait beaucoup interrogé sur le système électoral américain. On pouvait devenir président des États-Unis en ayant perdu le vote populaire. Là, on pensait quand même que Trump pouvait gagner, mais ne gagnerait pas le vote populaire. Or, il gagne le vote populaire de manière incontestable. Donc, c'est quand même une indication. Puis vous avez parlé des jeunes, etc. Les jeunes ont voté Harris, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Mais ils ont moins voté Harris que ce qu'on pensait. Les femmes ont voté Harris, mais moins que ce qu'on pensait. Les latinos ont voté Harris, mais moins que ce qu'on pensait. Donc c'est plus un déficit de mobilisation chez Harris qu'un déficit de mobilisation chez Trump. Pardon. Chez Trump. Oui. Alors au début de l'élection, au moment des caucus, on entendait que Trump ne pouvait pas représenter le parti. Il y avait une petite bataille interne au sein du Parti républicain à cause de ses outrances, de ce qu'il représente. Mais par contre, la plupart des candidats ultra-conservateurs, de la mouvance MAGA, elle augmente au sein du Parti républicain. Est-ce que l'arrivée de Trump a divisé le Parti républicain et a muté le Parti républicain? Je pense que l'arrivée de Trump, non seulement a changé de toute façon, je dirais, l'organisation interne du Parti républicain, et en fait, depuis 2016, mais aussi et surtout depuis 2020, il a préparé son retour, et notamment à travers l'élection, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'élection du Speaker de la Chambre des représentants, il avait exercé un certain pouvoir, une certaine pression assez indirecte, et notamment à travers celui qu'il a d'ailleurs choisi comme ministre de la Justice, Matt Gaetz, qui lui justement avait exercé une pression pour justement faire partir Kevin McCarthy et mettre Mike Johnson à la place. Et on voit bien que ce qui était finalement ce Freedom Caucus au début a pris finalement une certaine ampleur au niveau de la Chambre des représentants, et c'est aussi a contaminé finalement l'ensemble du parti, et finalement ceux qui ne sont pas forcément pro-Trump
Trump sont de moins en moins nombreux, et ce qui peut d'ailleurs poser des questions par la suite, je pense. Mais ce qui est important à retenir, c'est que cette très grande mobilisation pour Trump, c'est une absence de contre-pouvoir finalement à l'intérieur même du parti. Et vous parliez d'une réorganisation au sein du parti, c'est-à-dire structurellement, mais aussi une nouvelle idéologie au sein du Parti républicain. En 2016, donc il prend le parti en 2014, mais en 2016, quand il est élu avec, il y a plusieurs adults in the room. Hein, il y a des militaires, des républicains de la tendance de Bush, de la famille Bush, donc qui sont des républicains modérés, vus d'aujourd'hui très modérés, on les regrette, et qui en gros font que quand Trump est élu, il a perdu le vote populaire, et il n'a pas le Congrès, pas vraiment le Congrès, et il a une partie du Parti républicain qui quand même le modère. On est 8 ans après, on pensait effectivement au moment de la primaire qu'il allait se faire battre par un candidat qui serait plus jeune, plus modéré, qui aurait moins de casseroles que lui. Il les a tous écrasés, et en plus il a quand même pris le contrôle du parti. C'est quand même rare, moi qui suis prof de sciences politiques, c'est rare de constater que quelqu'un prend le contrôle du parti en ne visant pas le centre du parti, mais en l'espèce la droite du parti. Et aujourd'hui un républicain qui se dirait républicain sans se recommander de Trump, serait battu. Donc ça veut dire qu'il a gagné le Congrès, il a la majorité au Congrès, il tient la Cour suprême, mais au Congrès, sa majorité, c'est une majorité de républicains trumpistes, c'est pas une majorité de républicains hétéroclites, ce qui quand même est un élément extrêmement inquiétant, puisque vous avez vu que même pour le Sénat, il annonce sa volonté de nommer des ministres sans demander la confirmation du Sénat, dès lors que le Sénat est d'accord. Ça va le passer, parce qu'aucun sénateur républicain ne va oser dire publiquement, alors que certains le pensent, qu'il ne faut pas le faire, sinon sa vie politique est fichue. Donc c'est très intéressant ce qui se passe, un peu inquiétant, mais intéressant aussi. Donc plus personne pour canaliser Donald Trump, finalement. Je pense que tous les freins ont un peu sauté, justement, je pense malheureusement, et pour quelqu'un justement qui n'est pas dans la nuance, c'est quelque chose qui est quand même assez inquiétant quand même. En fait, je crois que paradoxalement, les seuls qui peuvent le canaliser, c'est les militaires. Mais en fait, certains républicains, ils ont appelé à voter pour Harris aussi, non? Oui, mais Harris a fait une erreur, c'est quand vous vous rappelez, elle a fait monter Liz Cheney, donc la fille de Dick Cheney, elle a perdu, c'est qu'Harris a fait une campagne en essayant d'aller prendre des électeurs centristes, en fait indépendants bien sûr, mais républicains modérés. Mais tous les républicains ont voté Trump. Donc en fait, ce qui fait qu'en faisant ça, donc elle est allée jouer le centre, elle a perdu la gauche. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes, notamment démocrates, très mobilisés sur Gaza, ne sont pas allés voter. C'est qu'ils n'ont pas voté Trump. Puis ils n'ont pas voté Jill Stein. On a pensé qu'ils allaient voter vert. Ils se sont pas déplacés. Oui, donc il y a une erreur stratégique de Harris d'aller chercher le centre, alors que Trump avait même conquis le centre. Ce qui pour nous peut pas être étonnant, mais il y a pas mal de gens qui disent bon, Trump est un peu zinzin, il dit des choses en public, mais il ne les fera pas en vrai, donc on vote quand même pour lui. Donc c'est quand même assez particulier. Et donc finalement, qui est-ce qui a voté Trump? Quel type d'électeurs? Les blancs, les hommes. Vous savez, les sondages, la qualité des sondages aux États-Unis n'est pas la même qu'en France, quand même. Globalement, il faut quand même le dire. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que c'est comme en 2020. Puisqu'il a maintenu son électorat, il a un peu moins de votes féminins, mais il a moins perdu de votes féminins que ce qu'on pensait, malgré ses outrances et malgré ce qu'il a dit sur l'avortement. Il a peu perdu de votes féminins. Il a gagné en vote latinos. Il a gagné un peu en vote latinos avec, vous savez, le concept de le dernier ferme la porte. En gros, il s'est adressé aux latinos qui sont américains maintenant, en leur disant vous êtes américains maintenant, mais vos camarades d'Amérique du Sud, il ne faut pas qu'ils viennent. Vous êtes, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, sinon c'est assez stable par rapport à 2020. Et certains parlent de fascisme. John Kelly, notamment, qui était dans son administration à Trump, son ancien directeur de cabinet, parle de fascisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut aller plus loin, oser le parallèle avec l'Europe, monter l'extrême droite en Europe? Est-ce que on peut parler aussi d'une montée des extrêmes droites aux États-Unis? Qu'est-ce que... Le fascisme, moi, c'est quand même très situé historiquement, même s'il peut y avoir des comparaisons de personne à personne avec Mussolini, c'est-à-dire le côté viriliste, masculiniste. Trump qui dit, il lui manque un uniforme, là. Hein. Trump qui dit, sur Hitler notamment, oui, mais en même temps, le monsieur n'a pas une très très grande culture politique, mais ça n'empêche pas d'être président des États-Unis. Non, mais c'est plutôt d'une dimension de démocratie libérale. Mais ce qui est très frappant, vu de France, où le débat politique s'est un petit peu radicalisé, on n'a pas ce type d'outrance, comme dans on appelle à tirer sur les journalistes, on appelle on mime des fellations en direct, et ça n'a aucun effet sur l'électorat, au contraire, y compris sur l'électorat féminin. Donc ça, pour des Français, c'est un peu perturbant, choquant. Y compris, à mon avis, des Français qui votent à Rassemblement National. Et ça dit quelque chose. Je l'ai d'ailleurs très sur le parallèle qu'on pourrait faire avec la France.
Alors sur le parallèle qu'on peut faire, je pense que c'est assez difficile quand même parce qu'on est sur deux cultures complètement différentes et je pense que justement la référence au Rassemblement national, je pense que l'opposé, alors vous me dites si je me trompe, mais le Rassemblement national aurait plutôt tendance à se normaliser et justement éviter toute forme d'outrance pour ne pas se mettre à dos. Ce qui n'est pas le cas de Trump aux États-Unis. Alors que Trump justement, c'est là-dessus qu'il joue. Et Marine Le Pen, vous savez, elle a félicité Trump, mais pas tant que ça, parce qu'elle se dit si on commence à la comparer à Trump, les gens en France vont se dire si elle est à ce niveau d'outrance, ça passera pas. Donc c'est assez intéressant de voir ce type de situation. Est-ce que dans les deux cas, on est dans une montée du populisme et l'expression des colères dans les urnes ou pas, à travers les urnes? Ah oui, bien sûr, mais vous savez, il y a aussi des montées du populisme en Europe, et puis en Europe, il y a un populisme également de gauche. Il n'y a pas qu'un populisme de droite ou d'extrême droite. Il y a une chose quand même qu'on ne dit pas, c'est que c'est une élection en un tour. Et puis, il y a peu de grands candidats en dehors des deux. Oui, en France, les jeunes électeurs, les équivalents des jeunes démocrates aux États-Unis, en France, il y aurait deux candidats qui n'aiment pas, ils iraient voter pour d'autres candidats parce qu'il y a un deuxième tour. Aux États-Unis, l'offre électorale, finalement, est très ramenée sur républicains contre démocrates. Donc ça a aussi des effets, en fait, sur le positionnement politique des gens. Et sur quelque chose qui est venu dans le débat national en France, certains commencent à insulter des partis politiques de Trumpistes ou des choses comme ça. Ça, ce sont des outrances et la comparaison donc est le problème, c'est que comme Trump a gagné aux États-Unis, il faut faire attention, parce que si on accuse un parti politique de Trumpiste, il va gagner. Donc, fais attention quand même. Puis, je l'ai dit au début, de se méfier toujours de ces jugements de valeur qu'on va donner vu de France, en disant que c'est cette plus grande démocratie au monde, la première nation au monde, à tout point de vue militaire, économique, qui est liée à un espèce de malade. Il faut faire attention. Il y a 74 millions de gens qui ont voté pour lui. Parmi eux, il y a des gens finalement assez modérés qui ont voté pour lui. Voilà, donc il faut quand même qu'on fasse gaffe, qu'on arrête un peu d'être donneur de leçons. On a nos propres problèmes politiques. Tout à fait, tout à fait. Pierre Martiaux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Lionel Heurtray, vous restez avec nous. Tout de suite, on s'intéresse à un document qui a fait parler tout au long de cette campagne. C'est le Project 2025. Alors, il s'agit d'un document réalisé par la droite américaine avec des mesures ultra-conservatrices sur l'éducation, l'administration ou les droits fondamentaux. Un projet qui inquiète les démocrates et dont Donald Trump s'affranchit, mais il est pourtant le destinataire. Regardez, c'est signé Hugo Beaupère et Ninon l'a lu. A lot of politicians like to call Project 2025. About Project 2025. Alors le Project 2025. This is Project 2025. The Republican blueprint for a second Trump term. Alors, parlons du projet 2025. C'est un programme de 900 pages conçu par la Heritage Foundation et qui implique plusieurs choses. Talk about Project 2025. Their 900-page blueprint for a second Trump term. Et oui, c'est un plan clé en main pour une éventuelle administration Trump ou tout autre président républicain dès janvier 2025. L'objectif ? Réformer radicalement l'État fédéral en ciblant ce qu'il considère comme une bureaucratie trop puissante et opposée aux valeurs conservatrices. Ce qui est particulièrement inquiétant pour les démocrates, c'est la volonté de démanteler certaines agences fédérales. L'agence de protection de l'environnement, par exemple, pourrait perdre son indépendance. Ils défendent même que l'exploitation des énergies fossiles est essentielle à la croissance économique. Et ce n'est pas tout. Le plan prévoit aussi une réorganisation du FBI, considéré comme anarchique, et du ministère de l'Éducation. De plus, un remplacement massif des fonctionnaires actuels est prévu car jugés déloyaux par des cadres formés dans une académie conservatrice dédiée. C'est une véritable centralisation du pouvoir exécutif. Les républicains comptent sur des outils exécutifs pour contourner le Congrès et appliquer directement leur programme. Oui, et ça ouvre la porte à des abus de pouvoir, d'autant plus que la Cour suprême a récemment renforcé l'immunité présidentielle, limitant les recours possibles contre un président en exercice. Côté société, le plan propose des mesures ultra-conservatrices, promotion du mariage traditionnel, interdiction de l'avortement médicamenteux et suppression des programmes en faveur des énergies renouvelables. Sans oublier la promesse d'expulsion massive des immigrés en situation irrégulière. Quant à la position de Trump, officiellement, il prend ses distances, mais de nombreux proches de son camp ont participé à l'élaboration du Project 2025. Et certaines propositions se retrouvent dans son programme actuel. Pas étonnant que ce plan suscite autant de critiques, même une partie de l'électorat républicain commence à s'inquiéter de ses implications.
De retour, Agora spéciale élection américaine avec Lionel Hurtret. On vient de voir ce reportage sur le projet 2025, un remplacement de nombreux fonctionnaires combinés au Sénat qui est républicain et peut-être la Chambre des représentants, enfin on le sait d'ailleurs maintenant, la Chambre des représentants sera républicain, la Cour suprême aussi, majorité pour les conservateurs. Lionel Hurtret, est-ce que tous les contre-pouvoirs sont aujourd'hui aux mains de Donald Trump ? Oui, alors tous les contre-pouvoirs, de toute façon les trois branches du pouvoir sont aux mains de Donald Trump. Donc c'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les seuls freins qu'il pourrait y avoir viendraient peut-être de son parti lui-même, mais et encore, c'est comme on sait que son parti est complètement le soutien, quoi. Oui, Donc, tout le monde le soutient au sein de son parti. Difficile. Et alors sur le projet 2025, quelle crainte pour l'administration ? Alors, le projet 2025, alors c'est vraiment intéressant et le reportage était vraiment très intéressant. Ce qui se passe, c'est que le projet 2025 vient de Heritage Foundation. Et ce Heritage Foundation, c'est Kevin Roberts qui est à sa tête. Et Kevin Roberts, en fait, vient de sortir un livre qui avait été repoussé après les élections, qui est préfacé par qui ? Par J.D. Vance. Donc, c'est-à-dire que le lien entre le projet 25 et Donald Trump est évident. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit, c'est que certains chapitres du projet 2025 ont été rédigés par des personnes qu'il a nommées déjà dans son cabinet. Donc, ce qui est préparé dans le projet 2025, c'est vraiment, je pense, ce qui peut arriver, avec évidemment certaines nuances. Parlant du projet 2025, cette semaine s'est ouverte la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. Le président américain ne s'y rendra pas, comme le président français, à cause du contexte particulier dans lequel cette COP est organisée. Drill Baby Drill, For Sherry For, était une formule utilisée par Trump. On connaît ses positions climato-sceptiques. Que veut dire l'élection de Trump pour l'environnement ? Je pense que c'est assez clair. Je pense que de toute façon, la nomination à la tête de l'EPA, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie de défendre l'environnement, puisqu'il a voté en tant que représentant en tant que membre de la Chambre des représentants, il avait voté des mesures qui favorisaient la protection de l'environnement. Il a voté contre. Donc vous avez quelqu'un qui est absolument contre l'environnement. De la même manière, et de toute façon, dans les médias qui étaient trumpistes, il répétait à longueur de journée que les démocrates allaient leur imposer aux Américains le choix de leur voiture, une voiture électrique, etc. Donc vous avez finalement l'environnement, comme vous l'avez dit, c'est drill baby drill. Je pense que ça résume bien la situation. Dernière question sur le vote des femmes. On a beaucoup parlé des droits fondamentaux, notamment de l'IVG après l'arrêt après le fait qu'il ait cassé l'arrêt Roe versus Wade, pardon. Donc on pensait que les femmes allaient se mobiliser massivement pour Harris, ce qui n'est pas forcément le cas. Non, en fait, c'est une des surprises. C'est-à-dire que, en fait, les femmes ont quand même majoritairement voté pour Harris, mais moins que prévu, pour différentes raisons. Alors là, une des raisons, c'est cette distinction du vote, notamment pour l'avortement, en tout cas pour préserver l'avortement, et le vote Trump. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont voté en faveur de l'avortement et qui ont voté quand même Trump. Donc vous voyez, il y a une distinction. Oui, parce qu'il y a eu un réféndum en même temps. Exactement, dans certains États. À la fin de l'émission. Dans certains États. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et ensuite, les femmes, donc le vote féminin est assez clivé également. C'est-à-dire que vous avez la tradition des tradwives, par exemple, qui est une mouvance qui est assez importante. La co-créatrice de Moms for Liberty, par exemple, qui est le syndicat qui s'occupe des parents d'élèves et qui est très conservateur, puisqu'ils ont participé à l'interdiction de livres en Floride notamment, elle s'est réjouie finalement du vote de Trump en disant que c'est une libération pour les femmes. C'est une libération des heures obscures du féminisme qui datent des années 70. Donc, mais finalement, on a des réactions totalement opposées dans l'électorat féminin, parce que là maintenant, on voit un mouvement qui vient de Corée du Sud venir aux États-Unis qui s'appelle le BBB. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques informations? Alors, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur actuellement, c'est vrai. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui refusent, hein, qui souhaitent l'abstinence et qui l'affichent ouvertement. Et donc, ça prend de l'ampleur. Mais en fait, de la même manière, et c'est ce qui est encore plus inquiétant, c'est le développement de ce hashtag qui s'est développé là, en l'espace de quelques heures, Your Body, My Choice. Et ça, c'est vraiment quelque chose comme si l'élection de Trump avait finalement donné de l'élan à ce mouvement masculiniste, sexiste et misogyne. Vous restez avec nous.
On retrouve tout de suite Ludovic Galerne. Bonsoir Ludovic. Bonsoir à toutes et à tous, très chers spectateurs. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un acteur incontournable de cette élection américaine. Il s'agit bien évidemment d'Elon Musk, un entrepreneur, chef de file de plusieurs entreprises à la pointe de l'innovation et désormais acteur politique de premier plan. La sensation d'Elon Musk est assez folle dans le paysage médiatique. Pouvez-vous expliquer comment cet homme a évolué dans ce monde ? Eh bien, tout d'abord, ce qui est fascinant avec Musk, c'est son parcours. Originaire d'Afrique du Sud, il est arrivé aux États-Unis dans les années 90 avec le rêve d'innover. Il commence d'abord dans la tech avec Zip2, puis PayPal, qu'il vend à eBay en 2002. C'est le point de départ d'un certain progrès. Plus tard, avec SpaceX, il vise l'espace et la colonisation de Mars. Avec Tesla, il s'insère dans le marché de l'automobile. En moins de 2 décennies, il a transformé des industries entières, devenant l'une des personnalités les plus influentes de la Silicon Valley et du monde. Alors en avril 2022, Musk décide de racheter Twitter. Est-ce que Ludovic, tu peux nous remettre cette décision dans son contexte ? Exactement, l'acquisition de Twitter en 2022 a vraiment marqué un tournant pour lui. En déboursant 44 milliards de dollars, Musk s'est offert l'un des plus grands réseaux d'information, affirmant vouloir en faire une place publique où la liberté d'expression serait reine. Mais la réalité s'est avérée complexe. Entre licenciements massifs, réformes controversées ou encore le fameux renommage en X, l'opinion publique est divisée. Certains applaudissent sa vision, d'autres estiment qu'il a déstabilisé la plateforme. Mais une chose est sûre, Musk utilise ce réseau pour influencer l'opinion et cela inclut désormais des sujets très politiques. Justement, cela nous amène à la campagne présidentielle américaine. Quel rôle Musk a-t-il joué dans cette compétition politique ? Et maintenant que l'on connaît le vainqueur, qu'en advient-il de lui ? Déjà, il est vrai de rappeler que Elon Musk n'a jamais hésité à s'exprimer politiquement, mais cette fois-ci, il est allé plus loin, on peut dire. En 2024, il s'est impliqué en faveur du candidat conservateur et son soutien persistant à Donald Trump a pesé dans la balance. Son pouvoir d'influence sur X, anciennement Twitter, a permis de donner un élan médiatique à Donald Trump, notamment en ciblant des jeunes, mais aussi en relayant des messages contre les géants de technologie de Californie, souvent associés aux démocrates. Musk joue ici un jeu complexe, utilisant son réseau social pour tenter d'influencer massivement l'opinion. Figure majeure de la réaction de Donald Trump, celui-ci a été reconnaissant de son influence. Trump a ce mardi nommé Musk à la tête d'un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. Ses missions vont viser à démanteler la bureaucratie dans le but d'alléger et de restructurer le gouvernement fédéral, un point stratégique qui sera mené jusqu'en 2026. Elon Musk apparaît alors en l'un des grands gagnants de cette élection. Il accède à un rôle politique et les actions de ses entreprises en bourse ont pris jusqu'à 20% de valeur. Merci beaucoup Ludovic. Monsieur Retrait, un mot sur Elon Musk. Qu'est-ce que ça dit de l'administration américaine et de l'évolution aussi de la politique américaine de donner autant de place à une personnalité venant du privé dans une administration publique ? Une personnalité particulièrement controversée en plus. C'est-à-dire que Elon Musk, il est connu pour quand même son attitude et son comportement. Alors, ce qui risque de se passer, alors pas forcément tout de suite, mais en tout cas, vous avez quelqu'un qui a deux personnages à forte tête. Elon Musk, qui est assez imprévisible, Donald Trump, complètement imprévisible, et finalement, vous allez avoir deux personnages qui, on ne sait pas trop ce qui va se passer. En revanche, à la tête de ce ministère, ce qui est sûr, c'est que des coupes vont être faites. Ça, c'est sûr que ce ministère de l'efficacité gouvernementale va amener finalement à des coupes dans le budget et à des licenciements. Musk a parlé de plusieurs milliards d'euros. On ne sait pas trop encore ce qu'il a en tête. Voilà, ce sera la surprise. Ce sera la surprise après le 20 janvier. Merci beaucoup. Nous savons que l'administration Trump est déjà nommée. Nous pouvons d'ores et déjà nous faire une idée du fonctionnement des institutions. Toutefois, comment les contre-pouvoirs vont-ils permettre de conserver un débat démocratique alors que nous savons que le Congrès est républicain à la majorité ? Pour comprendre cette nouvelle organisation politique, écoutons l'intervention de Grace Lituba. Il y en a beaucoup de contre-pouvoirs. Il y a déjà ceux que j'évoquais à l'instant au sein même de l'entourage de Donald Trump. Oui, il y a plus de gens qui lui sont loyaux, mais cet entourage-là, va y avoir aussi des gens qui ont leurs propres intérêts et qui n'ont peut-être pas tout à fait les mêmes objectifs que tout le monde. Donc, il va y avoir déjà une querelle de pouvoir, peut-être des fois même de la zizanie là-dedans. Et Trump, il n'est pas réputé pour très bien gérer les choses où il aime mettre en compétition les gens. Donc, déjà, ça c'est un premier contre-pouvoir à l'interne, au sein de l'entourage même de Donald Trump. Vous avez un contre-pouvoir qui est au sein du Congrès.
il y a quand même des gens qui, au Congrès, sont là pour des mandats plus longs au Sénat, qui ont d'autres espoirs ou d'autres échéances électorales. Leur siège, il est rapidement remis en cause. Donc, le Congrès peut jouer ce rôle de contre-pouvoir, même si là, voilà, il y a des sujets sur lesquels il y a consensus et on va vouloir aller de l'avant. Vous avez un troisième contre-pouvoir, la bureaucratie fédérale, d'accord, qui peut traîner des pattes, ne pas entamer les poursuites contre les adversaires politiques ou ne jamais les finir. Ça, c'est tout à fait possible. Vous avez les États. Les États qui ont quand même certaines responsabilités, notamment en termes d'accès aux soins de santé, en termes de politique sociale. Vous avez l'opposition, qu'elle soit à travers le Parti démocrate ou, comme je disais aussi tout à l'heure, au sein de la société civile. Mais là, on pourrait aussi contre-argumenter en disant ouais, mais le problème, c'est si ces contre-pouvoirs se mettent à plat ventre, devant Trump, il n'y a plus de contre-pouvoirs, parce que les contre-pouvoirs, ils ont des prérogatives constitutionnelles notamment, mais s'ils décident de ne pas les utiliser, il n'y a plus de contre-pouvoirs. Je veux dire, ça relève de l'espoir, là, de dire on espère que pendant les 4 prochaines années, tous ces contre-pouvoirs-là vont quand même opérer. Je vous remercie, Monsieur Toureille, pour tous vos éclaircissements sur le système politique des États-Unis et sur les résultats de ces élections américaines. Nous laissons à présent nos téléspectateurs avec le direct d'Agora ES. Merci à vous. Avec Trump et ses électeurs conservateurs, la religion occupe une place importante aussi dans son camp. On retrouve notre correspondant tout de suite en direct à Washington, Loukian Doucet. Loukian, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es avec nous? Très bien, je vous entends. Loukian, les États-Unis sont souvent perçus comme un pays où la religion a une grande influence, sur la vie politique notamment. Comment ça s'est manifesté exactement pendant cette campagne? Oui, effectivement, il faut rappeler déjà, donc c'est un pays assez puritain. Ça a été fondé donc par des protestants. Et vous avez la devise sur les billets de banque, In God We Trust. Et aujourd'hui encore, on a environ 2/3 de la population qui est chrétienne, avec une grande majorité de protestants et une certaine population aussi catholique. J'ai participé à 2 événements qui m'ont assez troublé. La première, c'était un rassemblement qui a eu lieu le 15 octobre en fait sur le Mall, donc c'est la grande esplanade devant le Capitole. On a eu 250 000 femmes qui se sont rassemblées pour prier Jésus-Christ. Donc 250 000, c'est énorme. Et en fait, elles portaient tous des t-shirts Trump. C'était quand même assez surprenant de voir ça. Alors qu'on était avec la question de l'avortement, la question de l'avortement qui était centrale dans le débat. Et on avait énormément de femmes aussi donc qui ont voté pour Trump. Deuxième chose, j'ai été invité à la messe donc de la Basilique nationale à Washington. Et pendant la messe, on a eu une intervention en fait, un sermon en amont des élections pour nous inciter en fait à voter pour Kamala Harris à demi-mot. Qui disait il faut absolument protéger le droit des femmes et le droit des minorités. Donc on a vraiment aussi cette utilisation de la religion à des fins politiques et je pense que c'était assez intéressant de voir ça. Il faut pas négliger non plus l'AIPAC et donc du coup le lobby juif qui est extrêmement important et qui a élu énormément qui a aidé à élire énormément de représentants politiques pendant les élections. J'invite tout le monde à regarder un petit peu le compte X de l'AIPAC. Ils l'ont eux-mêmes signalé. Plus de 300 représentants politiques qu'ils ont aidé à élire pendant les élections. Et une dernière chose, c'est aussi les musulmans. On a parlé un petit peu avant. Les musulmans, en fait, se sont tournés vers Trump pour la première fois. Il a reçu le soutien des imams juste avant l'élection. Et ça a vraiment été très important. Juste quelques mots rapidement, s'il te plaît, Loukian, sur la tentative d'assassinat de Trump, le 13 juillet, première tentative d'assassinat sur Trump. Quel effet ça a eu sur l'électorat ? Oui, on en a parlé juste avant. Je pense que ça a été un tournant dans les élections. Après ça, c'était un acte divin. Et il faut pas oublier que Trump, il a fait campagne en fait pour justice. Pour lui, les élections de 2020 ont été volées. Donc là, c'était vraiment le parachèvement. Il était légitime maintenant à devenir président parce qu'il avait été sauvé par Dieu, quoi. Et en plus, il a gagné les élections sur tous les points. Merci beaucoup, Loukian Doucet. Tu étais en direct de Washington pour nous. Merci. Le système électoral américain est très complexe. Il se base sur une nomination semi-directe du président. Elle passe par l'élection des grands électeurs. Ils ont alors un rôle particulier dans cette organisation. Audran Monnier va nous éclairer sur ce sujet. Écoutons son intervention. Bonsoir Audran. Bonsoir Noé, bonsoir Lola. Qu'est-ce que les grands électeurs ? Alors les grands électeurs, pour être élu président des États-Unis, il faut remporter la majorité du collège électoral. Le collège électoral est composé de 538 grands électeurs, ce qui fait que
pour remporter la majorité, il en faut 270. Alors, comment on est arrivé à un tel système ? Alors, pour comprendre pourquoi les États-Unis utilisent un tel système qui est presque unique au monde, en fait, il faut remonter à la fin du XVIIIe siècle. Lors de la Convention constitutionnelle de 1787, les pères fondateurs, à l'époque, ont évoqué notamment le vote populaire, mais il n'a pas été adopté pour 3 raisons principales. Alors, tout d'abord, premièrement, les pères fondateurs craignaient la tyrannie de la majorité. En effet, un candidat qui aurait été élu avec le vote populaire aurait pu ébranler la démocratie, la jeune démocratie américaine. Deuxièmement, ils redoutaient qu'un vote populaire donne trop de pouvoir aux régions les plus densément peuplées, en mettant de côté les régions les moins peuplées. Et finalement, troisièmement, plutôt, il y avait une méfiance à l'égard des électeurs lambda, on va dire, notamment parce que les citoyens, dans une situation, dans une société majoritairement rurale, ne connaissaient pas forcément les candidats, et les grands électeurs étaient un intermédiaire entre les citoyens normaux et les candidats. Mais comment le système fonctionne-t-il concrètement ? Alors aujourd'hui, chaque État dispose d'un certain nombre de grands électeurs. En fait, plus un État a de grands électeurs, plus un État a une grande population, plus il dispose de grands électeurs. Par exemple, si on prend le cas de la Californie, qui est l'État le plus peuplé des États-Unis, il dispose de 54 grands électeurs. À côté de ça, par exemple, le Wyoming est l'État le moins peuplé des États-Unis, dispose de 3 grands électeurs. Enfin, à côté de ça, il y a le système du winner takes it all, qui est appliqué dans 48 États aux États-Unis, et dans chaque État, donc le parti qui remporte la majorité des grands électeurs remporte l'État et rafle tous les grands électeurs. C'est-à-dire que si, par exemple, en Californie, sur 54 grands électeurs, le Parti démocrate remporte 35 grands électeurs, eh ben, il récupère tous les grands électeurs du parti, et donc les 54 grands électeurs. Ça pour effet notamment de concentrer les campagnes sur des États clés. Et après, cependant, il y a aussi le système qui est de plus en plus critiqué, notamment parce qu'il n'y a pas une proportionnelle qui est stricte. C'est-à-dire qu'en réalité, la voix d'un citoyen du Wyoming a plus d'impact qu'un citoyen californien. Par exemple, si en Californie, les citoyens avaient leur vote compté autant qu'un citoyen du Wyoming, la Californie aurait plus de 210 électeurs. Enfin, ce système permet aussi à des candidats de gagner sans le vote populaire. Et là, on pense tous au cas de Donald Trump en 2016, qui avait gagné la présidence sans avoir le vote populaire. Qui était pour Hillary Clinton. Alors, ce système est critiqué, comme tu viens de nous le dire. Est-ce qu'on va vers une réforme de ce système des grands électeurs ? Alors bien sûr, oui, face à ces critiques, certains prônent une réforme, notamment, comme je l'ai dit, avec une proportionnelle stricte qui éviterait que certains citoyens aient plus d'impact avec leur vote que dans d'autres États. Enfin, il y a même d'autres voix qui proposent d'abolir ce système et même de passer au vote populaire, c'est-à-dire, voilà. Cependant, une réforme, ça entraînerait une modification de la Constitution, et dans un pays où les citoyens sont si farouchement attachés à leur Constitution, cela paraît compliqué. Oui, complexe donc de changer ce système des grands électeurs. Merci beaucoup Audran. Alors Yoann, tu es avec nous. On parle avec toi du bipartisme américain et de la place des idées marginales au sein de cette politique américaine. Alors, bipartisme, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Merci Noé. Évidemment, au sein de la politique américaine, nous remarquons 2 grands bords électoraux. Nous avons d'un côté les républicains et d'un autre les démocrates. C'est ce qu'on appelle ici le bipartisme. C'est en fait un système ancré et qui a évolué depuis le XVIIIe siècle, ayant pour objet de garantir une certaine stabilité. Sauf que derrière, nous remarquons que ce système-là, il empêche en vrai l'émergence de voix généralement minoritaires, vu que la structure électorale est pensée pour ces grands-là. C'est le cas, par exemple, du système Winner Takes All, que Audran a dit tout à l'heure, qui est pensé pas pour tout le monde, et aussi des financements publics qui sont axés pour les grands partis. Donc que 2 partis politiques, complètement l'inverse d'en France où il peut y avoir une multitude de partis politiques à l'Assemblée nationale. Et on a pu le remarquer pendant ces dernières élections avec la candidature de Jill Stein. Quel rapport faites-vous avec cette dernière justement ? Bien sûr, Jill Stein, cette candidate du Parti vert, on l'a constaté avec ses candidatures de 2012 et 2016, n'a jamais cessé d'appeler au changement. Et elle est encore revenue sur la scène électorale en 2024, où elle a directement remis en question le modèle avec des propositions sur les réformes écologiques, sur l'accès universel à la santé et même au logement pour tous. En réalité, l'on pourrait dire que Stein a su se positionner où certains grands n'osaient pas aller. Donc, est-ce que Jill Stein a fait bouger les lignes ?
Oui, en effet. Pour moi, elle a quand même changé quelque chose parce qu'elle a réussi à rassembler une part d'électeurs qui ne se sentaient pas chez ces grands-là. Et même si elle n'a pas gagné ces élections, ses idées ont quand même influencé le discours et indirectement les résultats de certains grands, parce que ces derniers étaient obligés d'inclure dans leur programme certaines idées pour ne pas perdre l'électorat sensible aux questions économiques et sociales. Et donc pour toi, Jill Stein, en fait, elle signe la fin du bipartisme? Pas encore, mais elle et d'autres voix minoritaires montrent que une part des électeurs américains veulent quand même une politique changeante. Et l'avenir de la démocratie pourra donc être ouverte si ceci est accepté. D'accord, merci Johan. Alors qu'une partie donc, des États-Unis est prête à s'ouvrir à de nouvelles idées politiques, les swing states aussi à chaque élection entre les républicains et les démocrates. Pour comprendre ce processus aux États-Unis, les candidats à l'élection présidentielle, que ce soit du côté démocrate ou républicain, peuvent compter sur la fidélité de certains États qui ont presque toujours soutenu un parti spécifique, mais il y a tout de même des exceptions. C'est avec Céleste que nous allons comprendre ce fonctionnement. Bonsoir Céleste. Alors tu viens aujourd'hui nous parler des swing states, état pivot en bon français. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les swing states ? Absolument. Alors, il y a encore, comme vous l'avez sous-entendu, des États au sein des États-Unis qui ne sont pas fermement pour un parti spécifique et où les supporters démocrates et républicains se retrouvent au sein d'un même État. Et c'est donc pour cette raison que les candidats à l'élection présidentielle se lancent dans cette tournée de ce qu'on appelle les swing states, les États pivots ou États clés en français, et qui sont des États avec des résultats traditionnellement serrés et qui basculent d'un camp à l'autre à chaque élection. Pas étonnant donc que Donald Trump et Kamala Harris y aient consacré l'essentiel de leurs efforts de campagne. Et donc, on remarque à travers cela qu'il y a une grande influence de ces États qui ont beaucoup d'avis partagés avec les supporters démocrates et républicains. Ils sont changeants. Voilà, exactement. Et en fait, est-ce qu'il existe une liste précise de swing states ou pas ? Alors, la liste de ces États pivots évolue avec le temps. Pour l'élection de novembre 2024, 6 à 9 États qui comptent 77 à 163 grands électeurs peuvent être considérés comme tels, avec moins de 5 points de pourcentage d'écart entre les deux principaux. Alors, ça veut donc dire que les candidats ont tout intérêt à convaincre ces États durant la campagne présidentielle ? En effet, les swing states sont véritablement placés au cœur de toutes les stratégies électorales, puisque les candidats dans ces États maximisent leurs chances de gagner l'élection en essayant de convaincre les Américains qui sont encore énormément hésitants. Donc, par exemple, la candidate démocrate Kamala Harris s'était notamment lancée dans cette tournée des swing states que Joe Biden avait déjà remportée en 2020. Elle est passée par la Pennsylvanie, le Wisconsin, l'Arizona, le Nevada. Et c'est déjà pas mal. Ok, et merci. Et quels ont été en fait les votes des swing states à l'occasion des élections présidentielles, par exemple ? Alors, à l'issue de ces dernières élections présidentielles, Trump a remporté la Caroline du Nord, la Géorgie, la Pennsylvanie et le Wisconsin. En prenant l'exemple de la Caroline du Nord, Donald Trump avait déjà remporté cet État en 2016 et en 2020. Et donc, il a réussi à convaincre une fois de plus cet État en 2024. On remarque tout de même que c'est compliqué pour les démocrates de réellement conquérir cet État, puisqu'ils y ont triomphé qu'une seule fois, en fait, depuis 1980. Et c'était en 2008 avec Barack Obama. D'accord. Merci beaucoup Céleste. Les étudiants et les jeunes aux États-Unis votent plutôt démocrates, y compris dans les États républicains. À Fort Wayne, dans l'Indiana, certains étudiants sont déçus par les résultats, d'autres plutôt satisfaits de l'arrivée de Trump. Claire Gaillard, notre correspondante dans l'Indiana, a recueilli quelques témoignages. Regardez. À quelques milliers de kilomètres de l'île, de l'autre côté de l'Atlantique, nous voici dans l'Indiana, et plus précisément à l'université Purdue de Fort Wayne. L'Indiana est l'un de ces États où les résultats sont tombés en premier, et cette année, ce sont les républicains, avec un peu plus de 58% des voix, qui se sont emparés des 11 électeurs en jeu. Le vote républicain, il est facile de l'expliquer dans cet État majoritairement rural, où l'agriculture a régné en maître pendant de nombreuses années. Michael Wolff, professeur dans le département de sciences politiques, nous explique ce vote à forte tendance républicaine. Historiquement, l'Indiana a toujours voté pour des présidents républicains.
Depuis 1942, l'Indiana a voté seulement 3 fois pour un candidat démocrate, soit en 1936, en 1954 et en 2008. Hormis ces périodes, les démocrates et les républicains étaient vraiment au coude à coude. Est-ce que vous pensez que le fait que l'Indiana soit principalement rural explique aussi cette tendance républicaine? Alors oui, c'est certainement un facteur clé. Il y a une vraie identité rurale. On voit cela avec les technologies, la nationalisation des médias et les problèmes économiques, comme les taxes, l'augmentation des prix, etc. Les Américains ont été fortement affectés par cela. Beaucoup de ruraux ont de petites entreprises qui ont fermé avec la mondialisation. Le résultat, c'est que l'Amérique rurale a subi ces changements sociaux et économiques et au final, elle ne les voit pas comme des bénéfices. Votre question est vraiment pertinente parce que ce phénomène s'est construit petit à petit. Et une semaine après les résultats, la polarisation politique que connaît la société américaine se retrouve sur le campus dans une atmosphère paisible. Certains étudiants ont célébré la victoire de Donald Trump qu'ils jugent parfaitement apte pour, entre autres, redresser l'économie. C'est le cas notamment de Dane, étudiant en finance à l'université de Fort Wayne. Que pensez-vous du résultat des élections? Étiez-vous satisfait et pourquoi? Septembre a vraiment été un mois de bon augure. Une des choses que j'ai pu voir, c'est que les médias de masse, ici aux US, sont vraiment biaisés, car ils ne montrent qu'un seul point de vue. Ils avaient tendance à dépeindre une image négative et des représentations biaisées. Et quels sont vos espoirs pour les États-Unis avec Donald Trump? Ces 4 années seront très cadencées. Selon moi, cela sera bénéfique pour l'économie et également d'un point de vue de la sécurité, notamment concernant la question des frontières. Cela sera avantageux pour les États-Unis, car il faut que tout revienne aux États-Unis et il faut arrêter d'acheter aux autres pays. Je crois en ce que l'on devienne une nation indépendante. Côté démocrate, la défaite est amère et les espoirs fragiles. En revanche, elle n'est pas tout à fait surprenante pour certains étudiants qui, après les événements de ces derniers mois, avaient prévu une potentielle victoire républicaine. Est-ce que vous étiez satisfait par le résultat des élections? Je n'ai pas voté pour Donald Trump. Pour autant, je ne suis pas mécontent avec le résultat de l'élection, puisque je suis dans la minorité. Donc, dire qu'il n'était pas un président méritant n'est pas légitime. Et vous étiez surpris par ces résultats? J'avais déjà envisagé qu'il allait gagner depuis qu'il s'est fait tirer dessus. Parce que, non pas pour dire que c'est la propagande, mais il y a beaucoup de photos qui circulent où son poing est levé et où du sang coule sur son visage. Je trouve ça badass. Kamala n'a pas vraiment bien géré sa campagne, notamment dans l'État de Pennsylvanie, et selon moi c'est le problème. Elle disait simplement ce que les gens voulaient entendre quand elle n'avait pas de réponse. De ce fait, les gens ne savaient pas vraiment ce qu'elle défendait. Cela, à l'inverse de Trump, qui avait bien su gérer sa campagne. Si certains étudiants ont accepté la défaite, d'autres craignent un retour de Donald Trump à la présidence et un congrès à majorité républicaine. Est-ce que vous étiez satisfaite par les résultats? Je n'étais vraiment pas satisfaite du résultat des élections. J'étais même triste parce que je pensais que l'Amérique valait mieux que ça. Donald Trump est un raciste, un sexiste. C'est une personne épouvantable. Il a fait tellement de choses terribles et les gens ont quand même décidé de voter pour lui, et principalement pour des raisons économiques, comme j'ai pu le voir sur Internet. C'est vraiment dur de rester positive. Toutes les branches du gouvernement sont maintenant conservatrices. J'espère que pour les prochaines élections de mi-mandat en 2026, les gens vont voter pour les démocrates. Comme ça, il pourra y avoir une réelle contrebalance et ne pas laisser les démocrates en minorité. Les prochaines élections de mi-mandat sont en effet prévues en 2026, mais pour le moment, il faut attendre le 20 janvier 2025, date à laquelle Donald Trump reprendra ses fonctions en tant que 47e président des États-Unis. La défaite de Kamala Harris questionne au sein du camp démocrate, et pour en parler, nous avons en ligne avec nous Tristan Cabello. Bonsoir Tristan Cabello, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Parfait. Super, génial.
Alors, vous êtes historien et politologue spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université de Johns Hopkins. Au cours de la campagne des démocrates, nous avons pu observer Obama avec Obamacare, Biden avec ses politiques externes et Kamala avec son axe social, marquant ainsi le début d'une alliance gagnante. Toutefois, c'est Trump qui a remporté les élections. Comment expliquer que cette complémentarité politique pour contrer Donald Trump n'ait pas produit les résultats attendus ? Oui, alors c'est très difficile de répondre à cette question parce que en fait, aux États-Unis, il faut savoir que on met beaucoup de temps pour dépouiller les votes. On met aussi beaucoup de temps pour avoir des enquêtes qui sont dignes de ce nom, c'est-à-dire sur l'électorat, sur les minorités, etc. Qui a voté pour qui. Mais bon, moi j'ai quelques idées à partager. Moi, je crois que vraiment vous avez mis le point sur le problème de la campagne de Kamala Harris. C'était une campagne qui alliait un peu tout et n'importe quoi, tout et le contraire de tout. C'est une campagne qui allait de Liz Cheney, c'est-à-dire quelqu'un d'assez réactionnaire, de la droite réactionnaire, à Bernie Sanders, quelqu'un qui se revendique plutôt de la gauche radicale. Et donc, il y avait vraiment une illisibilité là. C'est-à-dire que les gens ne savaient pas vraiment pourquoi ils votaient. C'était vraiment, il y avait un manque de vision claire, un manque de vision cohérente, et surtout, la campagne a quand même fait beaucoup, c'est quand même beaucoup déporté vers la droite. C'est-à-dire que vers la fin de la campagne, on a vu que Kamala Harris faisait beaucoup campagne pour essayer de séduire l'électorat républicain dit modéré, qui aurait pu se reporter sur sa candidature, mais qui ne l'a pas fait, qui a voté pour le candidat républicain, ça on le sait maintenant. Elle n'a pas augmenté son score parmi les gens qui s'enregistrent comme républicains, ça a pas vraiment marché. Et puis enfin, moi je crois que ce qui manquait dans la campagne de Kamala Harris, c'était des mesures fortes, des mesures qui puissent faire vraiment se mobiliser leur base. On dit souvent que la société américaine, c'est une société qui est très polarisée, mais en fait, toutes les enquêtes d'opinion nous disent très clairement sur quel point en fait les Américains sont d'accord. Et les Américains, en fait, ils ont envie de grandes mesures progressistes, de grandes mesures sociales. C'est pas du tout un électorat qui se déporte vers la droite, comme on a souvent envie de le dire et comme on le dit souvent dans les journaux et à la télévision. Les Américains, ils ont envie d'avoir une assurance santé universelle, ce qu'on appelle Medicare for All. Ça serait plus de 80% des Américains qui voudraient cela, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates. Les Américains, ils ont envie d'avoir ce qu'on appellerait en France le CDI, c'est-à-dire un contrat dans lequel il y aurait des garanties, où la garantie de l'emploi serait au rendez-vous. Ici, vous savez qu'on travaille dans des contrats qui sont souvent des contrats, ce qu'on appelle des contrats at will, c'est-à-dire où tout le monde peut être licencié pour aucune raison en 24 heures. Donc ça, c'était très important. Je pense que Kamala Harris, elle a pas su mobiliser ça. Personne ne se souvient vraiment de ce qu'elle proposait, mis à part quelques crédits d'impôt. Et en face, c'est vrai qu'il y avait en fait un camp qui était très mobilisé et très organisé. On parlait souvent du Project 2025. C'est ces 900 pages dans lesquelles le Parti républicain a expliqué un peu sa politique. Il n'y avait pas la même chose en face. Il n'y avait pas ce programme qui était mobilisateur. Et alors, est-ce que Kamala Harris, est-ce que les démocrates étaient alors en décalage avec les attentes des Américains ? C'est ça que vous nous dites ce soir, Tristan Cabello ? Oui, c'est les Américains, en fait, ils avaient vraiment deux grands thèmes sur lesquels ils voulaient des changements. Le premier thème, c'est l'économie. Alors quand je dis l'économie, c'est la vie chère, hein, c'est l'inflation, c'est les salaires bas. Et Kamala Harris n'a pas su en fait répondre à ces demandes. Kamala Harris, elle nous a proposé des crédits d'impôt pour le premier enfant, des crédits d'impôt pour acheter des maisons, des crédits d'impôt pour monter sa propre entreprise, etc. C'était des propositions qui étaient folles lorsque l'on sait que je crois que c'est 60% des Américains en fait qui doivent de l'argent aux impôts. Donc ça n'avait vraiment aucun sens de proposer ça. Et surtout en face, Donald Trump était vu comme la personne qui était
plus forte sur l'économie. Alors bien sûr, c'est assez fou de penser ça, parce que il n'avait pas de programme non plus. Mais en tout cas, les gens se sont dit, il y a 4 ans, c'est-à-dire avant l'épidémie du Covid, et en tout cas avant Joe Biden, bien ma vie allait mieux. En tout cas, je pouvais me permettre d'acheter plus de choses, et ça, on le voit vraiment. Moi qui habite aux États-Unis, je vous assure qu'on sent cette inflation, et qu'on le sent même dans des classes qui sont un peu plus privilégiées. Et puis le deuxième point qui était très important pour les Américains, c'était l'immigration. C'est assez étonnant aux États-Unis de voir que même les démocrates, même les gens qui se disent de gauche, vous disent très clairement, il faut qu'on fasse quelque chose sur l'immigration. Il y a trop d'immigrés. Et là, le problème, c'est que Kamala Harris, elle était en charge de ce problème-là pendant 4 ans, qu'on ne sait pas trop ce qu'elle a fait, vraiment, et qu'en face, eh bien, il y avait Donald Trump qui, lui, disait très clairement, voilà, on va déporter ou on va expulser des millions de clandestins. Et ça a beaucoup plu à une grande partie de la population, mais c'est vrai qu'en face, il n'y avait pas de vraie proposition. Oui. Son bilan à Kamala Harris pouvait être un boulet aussi. Son bilan à Kamala Harris pouvait être une sorte de boulet. Son bilan à la vice-présidence. Oui, mais ça c'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le problème de Kamala Harris, c'est qu'elle a aussi fait cette campagne un peu impossible. C'est-à-dire que elle devait dire qu'elle était fière de son bilan avec Joe Biden, tout en se détachant de lui. Et ça, c'est-à-dire plus elle disait que elle était proche de Biden, plus elle perdait des voix. On le voyait dans tous les groupes qualitatifs auxquels on avait accès. Et donc c'était très difficile pour elle de dire je vais faire quelque chose de différent. Je me différencie de Joe Biden sur tel point, à un tel point en fait que elle a dit exactement le contraire. Il y a eu ce moment dévastateur pour elle où lors d'une émission sur ABC, je crois que c'était The View, et où on lui a demandé mais qu'est-ce que vous feriez, en quoi vous êtes en désaccord avec Joe Biden, et elle a dit en fait j'y pense mais rien ne me vient à l'esprit. Et ça c'était dévastateur pour elle. Et hormis ces points, que ce soit son programme ou le fait qu'elle soit reliée avec Joe Biden, est-ce que vous pensez que les 2 défaites de femmes démocrates face à Donald Trump illustrent un sexisme enraciné en fait dans la politique américaine et dans la société, un sexisme systémique, on peut même dire ? Alors bon, le sexisme est systémique, ça c'est clair. Nous vivons dans une société sexiste, misogyne, aux États-Unis et en France. Bon, moi je rappellerai quand même que la grande question que je pose, c'est est-ce que finalement les Américains sont prêts à élire une femme ? Alors la réponse à ça, c'est, moi je dis souvent que Hillary Clinton, il faut quand même se rappeler que elle a quand même gagné le vote populaire. C'est-à-dire que en 2016, elle avait, je crois, 3 ou 4 millions de voix de plus que Donald Trump. Elle n'a pas remporté la présidentielle parce que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est un système d'électeurs, de grands électeurs, donc c'est pas un suffrage direct. Là, pour Kamala Harris, c'est très difficile à dire. C'est-à-dire que est-ce qu'elle a été désavantagée parce qu'elle était femme ? Moi, je crois que ça ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Mais est-ce que c'était central ? Ça, c'est autre chose. Et puis, il faut quand même dire que de l'autre côté, moi, je crois que ce qui a beaucoup plus mobilisé, c'est cette idée de l'homme fort, c'est-à-dire Donald Trump se présentait comme en France on utilise le mot masculiniste. Ici il renvoyait cette image d'homme fort, d'homme qui est au centre de la société, et puis on voit que il y a eu un énorme backlash contre tous les progrès de la société américaine. Vous voyez les dernières, par exemple, nominations de Donald Trump pour son gouvernement. Moi, je crois que jusque-là, je crois qu'il y a seulement 2 femmes et que tous les autres, en fait, ce sont tous des hommes blancs. Donc, on voit qu'il y a vraiment là un backlash qui est en route. Dire que Kamala Harris n'a pas été élue parce qu'elle était femme, parce que c'est une femme, moi je pense que ça a participé bien évidemment. Est-ce que c'était central ? Ça, je sais pas encore. Là, au lendemain des élections, on entend de plus en plus de documentaires, d'interviews qui disent qu'aujourd'hui, parmi l'équipe des démocrates, il y a 20 millions de dettes de dollars. C'est le montant de la dette de la campagne de Kamala Harris. Et au vu de la défaite cuisante des démocrates, les donateurs
ils se posent des questions et ils veulent des explications. Vous qui avez souvent parlé de méfiance envers les élites, pensez-vous que la réaction négative des donateurs démocrates face à la dette de Kamala Harris traduit en fait le début d'une crise de confiance dans le parti ? C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que on n'a pas encore des chiffres très clairs sur ce qui s'est passé. En tout cas, la campagne de Kamala Harris, c'était, je crois, la campagne la plus chère de l'histoire des États-Unis. En tout cas, c'est la campagne qui a reçu le plus de donations, de dons. Et là, on se rend compte, je crois que le dernier chiffre, c'est qu'ils sont à peu près à 20 millions de dollars de dettes. Et donc, se pose la question de que s'est-il vraiment passé et où est passé cet argent, puisqu'il continue là en fait à demander de l'argent pour les courses qui ont lieu, les sénatoriales, les élections pour les députés, pour recompter les votes. Bon, c'est très bizarre, surtout que on sait que par exemple, il semblerait, enfin c'est des articles qui sont publiés quand même dans la presse sérieuse comme Politico par exemple, il semblerait que Beyoncé et par exemple reçu 4 millions de dollars pour son apparition sur scène. Il semblerait que plusieurs chanteurs, plusieurs artistes aient reçu beaucoup d'argent. Il semblerait aussi que Oprah Winfrey ait reçu 1 million de dollars pour sa prestation. Alors elle dit que ce n'est pas de l'argent qu'elle a reçu elle-même, mais c'est de l'argent qui a été donc donné par l'équipe de Kamala Harris à son équipe de production pour produire ce fameux meeting qui a eu lieu dans le Michigan avec Oprah Winfrey. En tout cas, voilà, et on se pose de sérieuses questions, et du côté des donateurs, en effet, on s'en pose encore plus parce qu'on ne sait pas où l'argent a été. Merci Tristan Cabello, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Revenons d'abord, petit flashback sur les derniers événements de cette campagne hors du commun, c'est le moins qu'on puisse dire. Entre un désistement, une balle perdue, et jamais une campagne américaine n'a connu autant de rebondissements. Hugo Beaupère et Léna Doublé ont fait le flashback pour vous. La campagne a été entamée du côté des Républicains au fil des affaires judiciaires à l'encontre du candidat Donald Trump. Cerné par les scandales, il a été reconnu coupable au bout d'un procès historique fin mai de 34 délits de falsification de documents comptables, notamment concernant l'affaire Stormy Daniels, une actrice pornographique à qui il aurait acheté le silence pour plus de 130 000 $. Il bénéficie toujours aujourd'hui d'une immunité présidentielle quant à sa condamnation. Du côté des démocrates, le candidat initial, Joe Biden, déjà moqué pour sa santé défaillante par l'opposition, est entièrement décrédibilisé lors de son débat avec Donald Trump le 27 juin. With the COVID, dealing with everything we have to do with, look, if we finally... La campagne a également été perturbée par les tentatives d'assassinat à l'encontre du candidat Donald Trump. On retient particulièrement la tentative du 13 juillet, en plein meeting en Pennsylvanie, où, impacté par une balle à l'oreille droite, Trump se relève, brandissant le poing. La tentative aura permis de mobiliser ses partisans, en entraînant une pluie de soutien et d'influencer le swing state vers l'élection du candidat républicain. À ce moment, rien ne semblait pouvoir renverser l'arrivée à la Maison-Blanche du candidat. Mais le 19 août, à Chicago, c'est finalement la vice-présidente Kamala Harris qui prend la place de Joe Biden, en devenant la nouvelle candidate démocrate pour la présidentielle. Ce renouveau entraîne la résurgence de l'élan démocrate lors des élections. Kamala Harris reste pour autant un choix risqué pour le Parti démocrate, car elle ne bénéficie que de 4 mois pour faire basculer la présidentielle, dans une société américaine où le racisme et le sexisme sont très ancrés. Dès son investiture, Kamala Harris se voit durement critiquée par Trump, notamment lors du débat à Philadelphie le 11 septembre. Au cours de ces débats, de nombreuses accusations mensongères à caractère raciste sont prononcées par le candidat républicain, ce qui a enflammé les réseaux sociaux de détournements satiriques. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. En dépit de ces éléments, la campagne républicaine a pu bénéficier d'un soutien culturel important. On peut citer notamment l'intervention de l'Undertaker, catcheur connu et reconnu en Amérique, ou encore l'aide notamment financière du milliardaire et propriétaire du réseau X, Elon Musk, très populaire chez les Américains. Les démocrates peuvent de leur côté également compter sur le soutien culturel fort de plusieurs stars américaines telles que Taylor Swift ou encore Eminem. En résumé, l'été a été marqué par une montée de la tension entre les deux candidats à l'occasion de la campagne présidentielle. Tension qui donne lieu à un clivage de l'espace public américain et la peur de tout bord politique de l'après-novembre 2024.
De nombreux commerçants ont barricadé leurs façades et des forces de l'ordre ont été déployées dans tout le pays face au risque de contestation qui n'a finalement pas eu lieu. De retour donc sur l'émission spéciale sur les élections américaines, nous accueillons Louane. Bonsoir Louane. Bonsoir. Le retour de Donald Trump et sa position conservatrice suscitent quelques interrogations concernant les droits fondamentaux et l'IVG aux États-Unis. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Alors effectivement, le retour du républicain Donald Trump a remis sur le devant de la scène la question des droits fondamentaux et de l'avortement aux États-Unis. Alors ces dernières années, dans ce pays, les droits humains des femmes ainsi que ceux des personnes LGBTQIA+, ont régressé à cause de la précédente administration Trump. La nomination de 3 juges conservateurs à la Cour suprême durant le premier mandat de Trump a entraîné l'annulation de l'arrêt Roe vs Wade en juin 2022 qui garantissait initialement à toutes les Américaines le droit constitutionnel à l'avortement depuis 1973. Depuis la décision d'annulation, 26 États ont interdit l'avortement ou bien entravé son accès et la mortalité infantile a tout de même augmenté de 7% sur l'ensemble du territoire. De plus, cet enjeu était au cœur de l'élection américaine, puisqu'il faut savoir que pendant que les électeurs se rendaient aux urnes afin d'élire leur futur président ou bien présidente, des référendums d'initiative citoyenne étaient organisés en parallèle dans 10 États. Et à l'origine, 8 de ces États avaient interdit l'IVG en juin 2022. Et donc, qu'ont donné les résultats de ce référendum ? Alors, bonne nouvelle, du moins en perspective pour les Américaines, puisque les électeurs ont rejeté des mesures pour une meilleure protection du droit à l'IVG dans seulement 3 États sur les 10, à savoir dans le Nebraska, en Dakota du Sud et en Floride. Alors, la majorité des suffrages s'est exprimée au sein des 2 premiers États, tandis qu'en Floride, la majorité des 57% s'est malheureusement révélée insuffisante dans la mesure où la Constitution ne peut être amendée qu'avec plus de 60% des suffrages. Mais bon, j'en reviens à Trump. Le retour du républicain à la Maison-Blanche risque de se traduire par de nouvelles oppositions gouvernementales à l'encontre de ce droit fondamental, en dépit d'une position ambiguë défendue par ce dernier, notamment en octobre, où il assurait qu'il poserait son veto si le Congrès adoptait une interdiction fédérale de l'avortement. Mais bon, malheureusement, selon les experts, ce qu'il entend par interdiction reste globalement flou. Elle pourrait par exemple ne désigner qu'une interdiction sans aucune exception, donc par exemple en cas de viol ou bien d'inceste. Et quant à son épouse Melania Trump, elle avait, elle, de son côté, publiquement évoqué son soutien à l'avortement dans ses mémoires. D'accord, très bien, mais en fait, quels sont les risques de la protection des droits fondamentaux et pour le droit de l'avortement que sa réélection pourrait entraîner ? Alors, il existe en effet quelques risques majeurs. 7 mois avant sa réélection, Donald Trump estimait qu'il revenait toujours à chaque État de décider de sa législation. Le candidat républicain a d'ailleurs remercié pour leur courage les 6 juges conservateurs qui en composent la majorité. La proportion de femmes ayant soutenu Kamala Harris s'inscrit donc dans cette lignée et plus particulièrement dans celle du projet de société de Trump intitulé Projet 2025 qui se révèle être assez liberticide, raciste et masculiniste. Ce projet de gouvernance, il a été dirigé par des anciens conseillers et alliés politiques de Trump, bien que le président ait nié tout lien avec ce projet. Bon, nombre de ses déclarations font écho à ses prémices. Et la mise en œuvre de ce projet, elle, devrait se concrétiser dans les 180 premiers jours de son arrivée à la Maison-Blanche. Alors, le droit à l'avortement serait donc davantage menacé pendant le second mandat de Trump. Son insistance à ce que les États aient le pouvoir de bloquer l'accès aux soins de santé de base autorise des politiques violant les droits, mettant en péril la santé, causant des décès évitables, et criminalisant des choix personnels en matière de soins de santé. Merci beaucoup, Louane. Merci à vous. Alors, dans cette campagne, les artistes et les célébrités jouent un rôle clé. Qui va soutenir qui ? C'est la question que tout le monde se pose à l'approche du scrutin. De Taylor Swift à Beyoncé en passant par Kanye West, leur soutien est stratégique, tout comme l'utilisation de leur musique. Elisa Dier. Ces derniers mois, vous avez sûrement entendu ça. Ou bien aussi ça. La musique rythme les campagnes électorales. La campagne démocrate de Kamala Harris suivait les notes de Freedom de Beyoncé. Les républicains, eux, ont choisi God Bless the USA de Lee Wood. Représentation parfaite pour chacun des valeurs portées par les candidats.
Durant cette campagne, la majorité des célébrités semblait se ranger du côté démocrate. On a vu Beyoncé s'exprimer en meeting. Everybody say Texas. I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. I'm here as a mother. Texas women supporting and celebrating the one and only Vice President Kamala Harris. Dans cet État conservateur, son discours tente particulièrement de rassembler des femmes et des Afro-Américaines. La mobilisation des minorités est un enjeu de taille. Elle passe par des stratégies comme la prise de parole des célébrités dans des meetings, des apparitions dans des émissions populaires s'adressant à ces minorités ou des discussions franches sur les origines ethniques de Harris. Les résultats sont mitigés et les chiffres sont surprenants. Le vote afro-américain en faveur de Kamala Harris a atteint seulement 43,5%. Trump, lui, peut compter sur la country, moins connu en Europe mais adoré par les républicains conservateurs américains. On peut évoquer Jason Aldean, Kid Rock ou Billy Ray Cyrus. Ce soutien traditionnel accompagne celui de célébrités influentes comme Kanye West, Lil Wayne ou Mike Tyson. Leur engagement n'est pas négligeable. Ils renforcent l'image anti-establishment de Trump et jouent un rôle important dans le ralliement d'électeurs peu conventionnels. La mobilisation des célébrités renvoie une image cool et accessible des candidats. Charli XCX, chanteuse britannique, a fait sensation cet été avec son album Brat. Elle poste sur X « Kamala is Brat ». Comprenez, Kamala est super cool, quand Harris annonce sa candidature dans la course à la Maison-Blanche. Cet effet cool peut être contrasté. On le constate avec la prise de position de Chappell Roan, personnalité queer dans l'une des chansons appelle à un phénoménon, un phénomène féminin. Ce titre féministe a été repris lors de la campagne démocrate, mais l'artiste a publiquement renoncé à se positionner pour un candidat en particulier. Elle jugeait notamment la vision de Harris trop centriste sur le dossier de la guerre à Gaza. Que ce soit l'impact trop grand sur une carrière, un manque de candidats correspondant à leurs attentes, ou la détention d'une influence dont ils ont peur d'user à mauvais escient, les célébrités ne prennent pas tous part à la campagne présidentielle. Mais donc l'engagement des artistes a-t-il réellement eu un impact lors de cette élection ? Les réseaux sociaux transforment en lien de confiance notre rapport avec les personnalités. Donc l'engagement des célébrités est scruté de très près, car les artistes pourraient particulièrement avoir un impact sur les votes des jeunes adultes et des Américains indécis. Mais selon une étude de YouGov, la part de la population qu'il reste à convaincre est seulement de 5%. Après en avoir débattu pendant des mois, l'influence de Taylor Swift ne semble pas avoir eu l'effet attendu. Mark Wheeler, professeur de communication politique à la London Metropolitan University, explique que l'engagement des célébrités ne suffit pas à mobiliser un large public ou à mettre sur le devant de la scène médiatique un candidat. Il faut aussi aider économiquement à la levée de fonds afin d'avoir un impact déterminant. La musique porte des valeurs et des messages dans lesquels les individus peuvent se reconnaître. Les stars peuvent aider à promouvoir l'engagement civique. Mais afin de réussir à nous entraîner dans leur mélodie, les artistes doivent être considérés comme populaires, crédibles et s'engager sur tous les plans auprès du candidat. Nous retrouvons dès maintenant Tristan Cabello pour réagir justement à cet engagement des stars dans la campagne électorale aux États-Unis. Tristan Cabello, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Super. Alors, la question en fait qu'on se pose tous, c'est comment expliquer qu'aux États-Unis, les stars n'hésitent pas à s'engager politiquement, quitte à prendre parti, alors qu'en France, il y a une sorte de réserve politique qui est attendue. Oui, alors aux États-Unis, c'est très traditionnel en fait. C'est un phénomène culturel. Les artistes sont appelés à s'engager. Et c'est très commun. Alors on l'a vu durant cette campagne. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont engagés du côté démocrate, bien plus que du côté républicain. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez traditionnel. C'est-à-dire Hollywood, le show business, la télévision, ce sont en général des populations, des segments de l'électorat qui s'engagent plutôt à gauche, plutôt dans le parti démocrate. Voilà, et puis même dans des mouvements qui sont même bien plus à gauche que le parti démocrate. On se rappelle de par exemple Jane Fonda qui s'engageait dans les années 60 contre la guerre au Vietnam et qui maintenant faisait du porte-à-porte pour le Parti démocrate. Ça a toujours été beaucoup plus compliqué pour le Parti républicain, même s'ils ont eu des grands noms dans le passé. Quelqu'un par exemple comme James Brown avait fait en fait campagne pour Richard Nixon à l'époque. Ça lui avait valu beaucoup de reproches. Et voilà, il y a eu beaucoup de candidats qui se sont aussi d'artistes qui se sont engagés
pendant les primaires, par exemple, on le sait peu, mais un artiste comme Michael Jackson et ses frères à l'époque, au début des années 80, s'étaient beaucoup engagés pour Jesse Jackson, qui était l'un des tout premiers candidats noirs à la primaire démocrate. Donc oui, il y a une énorme tradition aux États-Unis de s'engager en politique de la part des artistes. Merci beaucoup Tristan Cabello d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir Noélie. Bonsoir. Alors tu es venu nous parler des stratégies médiatiques. Justement, on reste un peu dans le thème avec la musique, les artistes et les médias, la place des médias dans cette élection. Donc ces stratégies médiatiques lors de ces élections. Alors quelle est ton analyse ? Alors en effet, moi je me suis intéressée à la manière dont Donald Trump et Kamala Harris ont utilisé les médias pour faire campagne. Et on constate que pour se faire élire, les candidats à la présidentielle ont usé de toutes les ressources mises à leur disposition. Cette élection de 2024 semble par ailleurs rebattre les cartes du jeu médiatique. Alors tu sous-entends que les candidats ont transformé leur stratégie médiatique par rapport aux précédentes élections ? En effet, les candidats ne se sont pas focalisés uniquement sur les médias traditionnels pour mener leur campagne. Ils n'ont pas hésité à mobiliser les nouveaux médias pour convaincre les électeurs. Et on pense en premier aux réseaux sociaux, évidemment, quand tu parles des nouveaux médias, en fait. Le poids des réseaux sociaux est évident. Kamala Harris annonce d'ailleurs le choix de son vice-président sur Instagram. On peut aussi parler de la plateforme X, qui, malgré le fait qu'elle soit dirigée par le milliardaire Elon Musk, qui est un soutien de Donald Trump, les candidats l'ont quand même utilisé, les candidats du camp démocrate, notamment Joe Biden, qui avait annoncé qu'il se retirait de la course à la présidentielle sur cette plateforme. Mais les réseaux sociaux étaient déjà utilisés lors des précédentes élections. La principale nouveauté en 2024, c'est que les candidats sont apparus dans de multiples podcasts. Pour convaincre un certain type d'électorat, ils choisissent minutieusement leurs interventions. Par exemple, Kamala Harris intervient dans le podcast très populaire Call Her Daddy, destiné aux femmes d'âge moyen, mais aussi dans un autre podcast qui s'appelle All the Smoke, qui cette fois-ci est animé par d'ex-stars de NBA. Et là, elle va s'adresser davantage aux jeunes hommes noirs américains. Et alors, est-ce que apparaître sur des podcasts, comme tu viens de l'évoquer, leur permet de cibler un électorat plus précis ? Alors oui, en partie, mais l'objectif est aussi de convaincre le public le plus diversifié possible. On retrouve par exemple Donald Trump dans un podcast animé par l'acteur américain Joe Rogan. Ce dernier est d'ailleurs entièrement voué à la cause de Donald Trump. Le ton est plutôt naturel et chaleureux. On assiste à des éclats de rire et des échanges qui semblent être ceux de deux amis. On ne voit que rarement ce type d'échange dans les médias traditionnels. L'influence de Joe Rogan est colossale, il cumule 20 millions d'abonnés sur YouTube et son podcast est le plus écouté au monde. Donald Trump s'assure donc de toucher un public extrêmement large. Donc tu penses qu'on assiste finalement petit à petit à une disparition des médias traditionnels au profit de ces nouveaux médias ? Alors non, je n'irai pas jusque-là, car les médias traditionnels continuent d'être utilisés, pour les grandes annonces par exemple, mais ils sont largement mis au second plan lors de ces présidentielles. Donald Trump ne semble d'ailleurs pas en avoir besoin. Il est nettement moins apparu que Kamala Harris sur les plateaux télévisés. Et justement, Kamala Harris semble avoir multiplié ses apparitions. Alors Kamala Harris, elle a fait un blitz médiatique, c'est-à-dire qu'elle a mené une campagne éclair. Elle était présente sur tous les fronts et utilisait tous les médias mis à sa disposition. Elle n'a pas vraiment eu le choix car sa campagne a été très courte, elle était mal connue du grand public, comparée à Donald Trump qui, lui, est dans le paysage médiatique et culturel américain depuis bien plus longtemps. Ce qu'on pourrait qualifier d'éparpillement médiatique de la part de Kamala Harris a vivement été critiqué par les républicains. Merci beaucoup Noli pour cette chronique très intéressante. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale Agora consacrée aux élections américaines. Merci à vous d'être restés jusqu'à 19h54, 20h presque. Oui. Merci à l'Université de Lille pour son soutien. Merci à la FGNU. Merci à toute l'équipe de Mundus Press et du Lille Bertin pour le travail fourni et le temps que vous avez accordé à toute l'équipe pour ce projet. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir. Et à bientôt pour une prochaine émission. À bientôt pour une prochaine émission.